Tout d'abord, par rapport au phénomène de la naissance, selon toi, qu'est-ce qui se passe au niveau occulte par rapport à un enfant qui va naître? C'est difficile parce que ces choses-là, moi-même, comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui sont voilées par rapport à ça, j'ai pas de certitude. Donc, l'affaire, comme par exemple le choix de l'âme, l'âme, c'est pas un ego. Mais la notion qu'on a de choix, c'est égoïque, c'est-à-dire que c'est l'ego qui fait un choix, psychologiquement parlant. Donc, est-ce que l'âme fait un choix? C'est quoi un choix au niveau d'une âme qui est pas incarnée puis qui n'a pas encore un ego très dense? Avant d'être dans la matière, tout est flou, dans le sens qu'il n'y a pas de densité psychologique. Donc c'est difficile là, de dire est-ce qu'il y a un choix qui est fait ou des choses comme Oui, ben ça, c'est mais ça, parce que souvent, ce qui a été répandu comme idée, c'est que l'âme de l'enfant à naître allait choisir les parents et aussi le contraire, c'est-à-dire que les parents choisissent l'âme de l'enfant qui va s'incarner. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de pairage au niveau énergétique entre les âmes des parents et l'âme de l'enfant qui va venir à travers le ventre de la mère qui est enceinte? il y a clairement une mécanique. Il y a clairement une mécanique liée à de la programmation. Après, subjectivement, on va interpréter ça comme un choix de l'âme. Mais bien franchement, là, c'est loin d'être. C'est de notre point de vue qu'on va dire ça. Mais étant donné qu'il y a clairement de la programmation, d'une certaine façon, il y a des choix qui se font, mais c'est pas nécessairement au sens où on l'entend. Mais c'est clair que selon ce qu'il y a à, selon ce qu'on a à vivre, si on peut dire, par rapport à l'expérimental, c'est clair qu'il va y avoir des ajustements qui vont se faire avant. Mais c'est pas des choix qui se font psychologiquement. C'est juste ça. Mais il reste que, après, une fois qu'on est incarné, on dirait que subjectivement, on va l'interpréter comme ça. Mais c'est un peu comme interpréter un rêve, là. Dans le sens que c'est difficile, c'est extrêmement flou. Moi, je le vois comme flou. C'est pour ça que j'ai pas de certitude, parce que c'est quoi la vie de l'âme avant la naissance? Il y a pas c'est pas la vie encore, au sens où on l'entend. Ben, c'est-à-dire que si l'âme a déjà existé dans des vies antérieures ou parallèles, elle peut se retrouver en périphérie de la Terre sur le plan astral en attendant qu'un véhicule de chair soit disponible pour qu'elle puisse s'y incarner. Ben, il me semble que c'est naïf un peu, dans le sens ça engendre des images, parce que là, par rapport à, comme par exemple, les vies antérieures, l'âme, c'est des mécaniques qui sont pas encore, qui sont liées à l'individualité, mais pas au sens où on l'entend. Donc, même les phénomènes de vie antérieure, ça démontre qu'il y a une certaine mémoire qui se réincarne ou qu'on peut être en contact avec de la mémoire. Mais je vois pas les âmes comme des unités qui voyagent d'une incarnation à l'autre. Comment tu les vois alors? Moi, je les vois pas. Je les vois pas dans le Ben, sens que ouais. l'âme, justement, c'est de la mémoire enregistrée. Donc, dès qu'on voit quelque chose, on est dans la subjectivité, justement, de la mémoire. C'est difficile de sortir de ça pour avoir une vue d'ensemble, puis être objectif. Oui. Il y a quelque chose, psychologiquement, on a besoin d'avoir une vision cheminante ou mécanique ou qui se rapporte à tous nos pans expérimentaux en tant qu'ego incarné. Puis là, d'une certaine façon, ça va, si on peut dire, influencer, colorer la vision qu'on a de ces choses-là avant. Mais ça peut pas être objectif. Donc, les phénomènes, par exemple, de réincarnation de mémoire, plusieurs personnes peuvent avoir les mêmes mémoires. Donc, est-ce que l'âme, c'est individuel au sens où on l'entend en tant qu'ego? Ou même les phénomènes qu'on voit chez des jumeaux
qui parfois semblent avoir, si on peut dire, la même âme, mais scindée Mhm. en deux expérimentales différents. Donc, l'âme, c'est pas de l'ego. Dans le sens, c'est en relation avec, puis ça finit par se densifier, puis ça devient de l'ego, ça devient psychologique. Mais avant ça, tout est plus... c'est pas les mêmes mécaniques, là. Et à mes yeux, là, ça Mhm. m'apparaît un peu comme une évidence, puis pourtant, ça reste encore des choses mystérieuses. Mais il reste que l'âme, par exemple, c'est quelque chose qui va parfois être commun. Donc, où il va y avoir des mécanicités communes. Il y a des gens qui peuvent avoir des souvenirs de vie antérieure en commun. Donc, est-ce que c'est réellement l'âme incarnée là en tant qu'ego qui était scindé en plusieurs ou qui s'est scindé en plusieurs? C'est quoi ces phénomènes-là? Si dès que on entre en contact avec de la mémoire expérimentale du passé, on pense que c'est parce que c'est une vie antérieure qui a été vécue, ça devient une interprétation qui est pas très objective là, à mes yeux. Non, Ça peut être non, donc exactement. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont parler d'implantation de faux souvenirs de vie antérieure dans la psyché de plusieurs personnes par les plans astrales dans l'optique des manipuler. ouais, mais même encore plus parce que là, ça devient l'être humain, on dirait qu'une fois incarné, il va se manipuler lui-même par rapport à ce qu'il a à vivre. Donc, il va se construire une spiritualité qu'il va se construire au niveau de son ego, c'est-à-dire psychologiquement. Puis par après, plus il construit cette spiritualité-là, plus ça va colorer son expérience. Puis c'est là que souvent l'expérimental va le ressentir ou Mhm. ça va s'ajuster à la perception que l'ego a. Puis on devient sélectif au niveau de ce qui est vu, mais c'est inconscient. Parce que tous les phénomènes liés à l'âme, c'est juste de la mémoire, si on peut dire, entre autres, c'est aussi de l'information. C'est même l'ADN, si on peut dire, c'est de l'âme. Ça se réincarne, ça revient, ça se transmet, les gènes. Oui, mais Donc, pas dans une forme d'unité de conscience embryonnaire, là. c'est ça, là. Dans ce sens-là, justement. Donc, à partir d'un ego incarné, individualisé, psychologique, on essaie de saisir avec notre intellect puis notre ressenti des phénomènes qui sont en dehors de ça. Donc, c'est clair qu'il y a de l'information qui revient, il y a des choses qui reviennent, il y a de la mémoire qui est perçue, il y a un contact avec de la mémoire. Mais est-ce que ça devient de la réincarnation? Oui, au niveau que ça se réenregistre dans l'expérimental psychologique, la perception de la personne qui va avoir des liens par rapport à ces concepts-là, ça peut engendrer un dynamisme qui fait que ça va amplifier certains phénomènes. Puis là, c'est là il se crée une sélectivité. Mhm. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, pour qui ça a beaucoup d'importance, la réincarnation, vont vivre des expériences qui vont interpréter comme liées à ça. Tandis que d'autres pour qui ça n'a pas la même importance, vont pas, mais c'est vraiment, on dirait, semble-t-il, une question, entre autres, c'est culturel, c'est lié au milieu. C'est les phénomènes spirituels ou de liens liés à ce qu'on pourrait appeler toutes ces choses-là, la mécanicité, le rapport avec tout ce qui est pas incarné, si on peut dire, Oui. ça change d'une culture à l'autre. C'est sûr que ça peut avoir une incidence, mais je pense entre autres au cas d'un jeune Américain. Puis il y a une vidéo là, par rapport à ça sur YouTube. Lui, c'est un jeune garçon dans une famille où les membres de la famille ne croyaient pas à la réincarnation, c'était des catholiques. Et lui, ce qu'il affirme, c'est qu'il était décédé dans le cadre durant la guerre là, qu'il y avait eu cours entre les États-Unis et le Japon. Et son avion avait été touché, puis bon, ça a été une mort très traumatique, là. Et suite à ça, en fait, il y a un enfant qui est né puis il relatait les souvenirs là, par rapport à ça, puis des détails techniques très précis par rapport à l'avion que dans son jeune âge, il n'avait pas été exposé. Puis il y avait certaines connaissances en matière de pilotage en bas âge, là, 5 ou 6 ans, qu'il n'avait pas appris à l'école. Selon le reportage, c'est que ça venait pas de l'environnement.
Et lui faisait référence qu'il avait été ce pilote-là d'avion, puis le nom du bateau. Il y avait des détails techniques qu'autrement, il n'aurait pas pu savoir apparemment. Il aurait pu autrement. Ben, vas-y. Dans le sens, l'astral, c'est quoi? Le monde de la mort, c'est quoi? C'est de la mémoire. C'est qui a le plus de contact avec ça, qui a le plus d'expérience avec ça, ça va être ceux qu'on va appeler des médiums. Donc, un enfant peut avoir une très, très, très grande sensibilité, puis être en contact avec de la mémoire désincarnée. Puis là, il va y avoir un phénomène de syntonie, si on peut dire, je vais plus appeler ça de la syntonie, de la télépathie avec de la mémoire ou une autre âme qui a vécu. Puis, comme l'être humain est mal éduqué, qui est porté à penser que la pensée vient de lui, puis à s'identifier à ses pensées, l'enfant va dire qu'il va penser qu'il l'a vécu, alors qu'il est en contact avec une mémoire expérimentale, possiblement. Donc, rendu là, ça peut être plusieurs choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme n'importe quel des gens très très sensibles qui vont vivre certains phénomènes, par exemple les gens très sensibles à la psychométrie, qui vont arriver en syntonie dans un lieu, par exemple, en touchant les murs, puis ils vont eux-mêmes expliquer, ils disent je revis ce que les gens ont vécu. C'est tellement réel que j'en perds mon individualité. OK, donc autrement Bon, dit, la personne aurait pu être en contact avec un souvenir parce qu'elle est très absorbante, puis elle est très ouverte, puis est imprégnée de oui, ça, puis elle pense que elle croit que c'est elle qui pense ces pensées-là, puis est comme chevauchée, si on peut dire, par le mémorial traumatique d'une autre personne à ce moment-là, là, dans le cas du pilote d'avion. Là, ben, il va avoir une sympathie OK. vibratoire, si on peut dire, ou bien même liée plus à l'émotionnel, là, mais puis ça peut faire des liens avec la mémoire, mais ça devient de la réincarnation. C'est de la réincarnation puisque c'est de la mémoire morte qui passe à travers quelqu'un de vivant. Donc, là où je parlais plus tôt, c'est où ça devient flou, c'est le phénomène, est-ce que l'âme est individuelle vraiment tant que ça? L'âme, en dehors de l'ego, l'individualité, là, c'est très très flou. S'il n'y a pas les mêmes mécaniques psychologiques. Donc, à ce moment-là, c'est normal, même il peut y avoir au niveau du corps physique des gens qui vont venir au monde avec des cicatrices. Mhm. Mais c'est un peu comme des gens qui ont le diabète, puis plus tard, ça saute quelques générations, les gens sont bien portants à ce niveau-là, mais à un moment donné, il y a un jeune qui se réveille, puis on va avoir des enfants qui vont avoir le diabète. Mais je donne un exemple grossier, là. Mais des fois, on dirait que la mémoire, Mhm. c'est quelque chose de, surtout ce qui a été vécu dans l'intensité de l'émotion, c'est enregistré. Ça s'enregistre, c'est ça, l'expérimental, si on peut dire. L'âme, en s'incarnant, elle va, si on peut dire, ce qui va se créer des liens de sympathie avec de la mémoire. Puis, on dirait des fois, il y a même des accidents. Donc, c'est très surprenant des fois, ces phénomènes-là. C'est très impressionnant aussi. Puis là, c'est notre côté un petit peu intellectuel qui veut tourner les coins ronds ou ça se passe. On va considérer ça comme de la réincarnation parce que ça fait notre affaire. Parce que c'est la réponse la plus... c'est l'explication la plus plaisante au fond. Parce que justement, il y a dans l'être humain des aspects de spiritualité. Mhm. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui vont être interprétés. Ben oui, Puis mais même, excuse-moi si je pense entre autres au phénomène, là, il y avait une jeune pianiste asiatique, puis elle avait 4 ou 5 ans, là, puis c'était une virtuose du piano, même chose pour une petite fille là, asiatique là, par rapport au violon. Donc tu as des gens qui ont une très grande maîtrise d'un instrument de musique en bas âge, alors que normalement un individu, ça va y prendre plusieurs années là, pour atteindre un tel niveau. Là. vraiment, Ben, en tout cas, moi, je suis pas le aussi bon violon vient que... d'où? Il vient d'où le violon? C'est une bonne question, je sais pas. Regarde dans le nord de la Chine, les violons, les archets, puis tu vas voir d'où vient le violon au fond. Les archets des violons mongols sont les mêmes que les autres archets.
ce qu'eux élevaient des chevaux. Donc, c'est dans les gènes des Asiatiques, le violon, comme le RU, le BAN-U, ces instruments-là. C'est un peu comme le piano. Vient d'où le piano? Les Chinois, c'est des pianos qui n'ont pas de clavier, que tu tapes avec des petits marteaux sur les cordes directement. Mhm. Mais c'est des pianos quand même, dans le sens qu'il va y avoir des prédispositions. Puis aussi, le- la connexion synaptique du cerveau des Asiatiques est beaucoup plus dynamique. Parce que, justement, à cause de certains aspects liés à la mémoire des peuples asiatiques, c'est normal que des jeunes Asiatiques aient des prédispositions surprenantes. C'est surtout, si on regarde là, par rapport justement, pourquoi c'est souvent le violon et le piano? Mais oui, mais c'est en résonance dans le sens que en, dans la Chine ancienne, il y avait des violons et des pianos. Mhm. Donc, ça fait partie de l'âme collective chinoise, Ouais, sont donc pas la même si on le formule. prend au niveau de l'épigénétique, ce qu'on pourrait dire que si c'est des instruments qui sont joués depuis plusieurs générations, à un moment donné, la génétique des gens qui jouent l'instrument va être modifiée, puis va amener une prédisposition pour avoir une maîtrise plus rapide. Ben, c'est clair que c'est lié à de la mémoire, dans le sens que c'est normal que, comment je pourrais dire ça, c'est comme si tu veux créer une race de chiens, par exemple, il y a des phénomènes que les éleveurs connaissent. C'est-à-dire que va se transmettre par des gènes, des choses qui sont pas, même pas liées à la génétique, mais par l'épigénétique, tu peux modifier. Donc, même des chiens adultes, si tu les mets dans des cages puis que tu leur écrases le nez pour qu'ils aient un visage un petit peu plus humain, Mhm. même si c'est pas du tripatouillage génétique au sens où on l'entend, ça va finir par s'enregistrer dans les gènes. Puis à un moment donné, tu vas avoir des petits chiots au nez plat. Oui, donc sans qu'on ait utilisé le CRISPR, là, qui sert à faire de l'édition génétique, parce qu'on a développé aujourd'hui un appareillage là, qui nous permet de découper là, des séquences d'ADN. Là. Mais sur le terrain lequel je voulais t'amener par rapport au phénomène de la naissance, c'est lorsque la personne apprend qu'elle va devenir éventuellement parent, ben c'est sûr que la personne elle peut se poser la question, est-ce que mon enfant qui va naître va avoir déjà vécu sur la Terre ou sur d'autres planètes? Il peut avoir c'est sûr une forme de curiosité par rapport aux antécédents de l'enfant potentiel, à savoir s'il a vécu en Atlantide, au Moyen Âge ou dans d'autres réalités. Là. On vit beaucoup dans le... On a une vision extrêmement mécanique et linéaire. Une fois, comme je veux dire, quand on est... Alors que c'est plus subtil que ça. Moi, de la façon dont je le vois, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire que ton enfant, jusqu'à un certain point, il va avoir des sympathies fréquentielles avec certaines choses, si ça lui sert ou pas, selon le vécu qu'il a. Donc, dépendamment de son contexte, il peut être en contact avec certains types de mémoire. Mais Mhm. est-ce que c'est déjà programmé tant que ça avant la naissance? Il y a certaines choses que c'est lié à ce que la personne a à vivre. Mais est-ce que l'énergie a déjà été incarnée? Oui. Mais pas au sens individuel, psychologique, égoïque comme on l'entend, à mes yeux. Parce que il y a trop de phénomènes psychiques qui viennent démontrer que l'individualité a ses limites. Mhm. C'est-à-dire que au niveau des phénomènes psychiques, l'individualité égoïque, psychologique, c'est une limitation. Donc, c'est là où nous, une fois on est psychologiquement avec une identité psychologique, puis on vit dans un monde qui est linéaire, on est incarné, Mhm. on va être porté à vouloir voir d'une façon formelle des phénomènes qui existent en tant que jeu d'énergie puis jeu d'information avant une forme aussi dense que ça. Alors qu'au fond, la vie de l'âme avant l'incarnation, elle est inconsciente, même psychologiquement. Dans le sens, après, c'est pour ça qu'une âme à naître, puis une âme qui a vécu puis qui est morte, c'est pas la même chose. Dans le sens que une âme à naître, c'est beaucoup plus flou. On sent
Si intérieurement, tu essaies de te connecter avec des âmes qui sont pas encore incarnées, tu vas sentir qu'ils sont comme qu'il y a, il y a pas mal moins de, comment je pourrais dire ça, c'est moins dense dans le sens que tu essaies de te connecter même émotivement avec ça, c'est flou. Il y a pas d'individualité, il y a pas de, c'est pas pareil. C'est comme, oui, il y a des individualités en germe, Mhm. mais on sent que ça pourrait être quelqu'un de complètement différent une fois incarné. Tandis que quelqu'un de mort, là, c'est extrêmement formel, extrêmement dense. Les morts sont bourrus, sont bornés, sont astineux, tandis que des âmes à naître, tu essaies de te connecter avec ça, c'est complètement différent. C'est comme, justement, ceux qui ont des expériences avec des désincarnés, Mhm. ils vont se rendre compte que dans le séjour des morts, il y a différentes phases. Puis à un moment donné, le contact va être coupé. C'est-à-dire des proches décédés, par exemple. À un moment donné, on se sent en contact avec un proche décédé, puis à un moment Mhm. donné, ça coupe. Ou ceux qui font de la projection, des choses comme ça, ils vont se rendre compte que le décédé, il suit un processus dans l'astral. Ouais, ben il y en a certains qui vont dire que lorsque la personne va passer dans une autre dimension ou qu'elle va rejoindre là, le tunnel de lumière qui va l'absorber, ben elle va être déconnectée des vivants. Ouais, ben, pour ramener des choses qui m'ont été rapportées, à un moment donné, les morts sont à un certain palier, puis là, sont étudiés en tant que mémoire expérimentale. Fait que là, ils continuent à avoir leur personnalité, puis il y a encore une interaction avec les autres. Mais à un moment donné, il y a de quoi qui vient chercher, puis ils partent de ce plan-là. Mhm. Mais c'est comme, à un moment donné, une fois que l'étude a été faite, puis que tout ce qui est cet expérimental-là a été enregistré, on dirait qu'il va y avoir une destruction. Pas une destruction au sens on dirait une annihilation totale, mais l'énergie va être neutralisée dans le sens que finalement, l'âme, elle va être vidée de ses formes, puis finalement, elle redevient neutre, puis là, on dirait que c'est prêt à redescendre. Il va y avoir peut-être une réincarnation. Mais c'est des processus que même, entre guillemets, là, les morts ont l'air de pas avoir trop conscience de ça. Je me rappelle quelqu'un que j'ai connu, puis que Mhm. j'ai vu d'une façon très intense, puis d'une fois à l'autre, il était pas pareil. Il allait de plus en plus vers une personnalité neutralisée. Il avait l'air de plus en plus mort, dans le sens qu'il n'y avait plus la même vivacité. Mhm. Il y a quelque chose comme qui s'essoufflait, qui s'épuisait. Mais même là, ces choses-là, c'est extrêmement dangereux de les interpréter. Dans le sens qu'on le sait pas, dans le fond. Moi, je le sais pas, en tout cas, ce qui se passe, ce qu'ils le font. Ou ce qui se passe vraiment, là, je n'en ai aucune idée vraiment. Tout ce que je sais, c'est que je constate des différences avec les croyances populaires liées à ça. Mhm. Une fois qu'il y a de l'expérimentation avec des choses, en plus, on déforme toutes, mais il reste que c'est arrivé que je suis persuadé, là, de un moment donné, d'avoir, dans un état second, là, d'avoir eu des contacts avec des morts, puis il semble traverser plusieurs phases. Mhm. Puis à un moment donné, il n'y a plus moyen d'avoir contact avec. Il y en a que ça va vite, mais il y en a que ça va plus lentement. Ben moi, Mais ça, si je regarde ça au niveau informatique, tu sais, si on fait le parallèle avec un ordinateur, pendant la vie d'un port USB, on peut entreposer des données. Puis on en met, puis à un moment donné, le port USB atteint sa limite. C'est-à-dire qu'il y a une limite de capacité d'information que le port USB, en tant qu'élément individuel, peut contenir en termes d'énergie. Puis là, à un moment donné, comme tu peux plus en mettre, soit que tu en enlèves, mais si, comment dire, si un peu comme un CD, c'est enregistré, puis tu peux pas en enlever, ben là, à un moment donné, la forme va prendre fin. Parce qu'on a tout intégré le matériel, puis on est comme saturé, là. Fait que moi, j'ai l'impression un ben petit peu oui. comme un port USB ou quelque chose, ou un ordinateur qu'on défragmente après un certain nombre de temps, puis on va repartir sur une autre base. Ben l'âme, probablement que les mémoires au niveau de ce que certains vont appeler les annales akashiques ou le plan astral, ben, ils vont être récupérés là puis entreposés.
C'est pour ça que d'avoir contact avec des mémoires humaines très anciennes, ça peut pas faire autrement que d'être de l'astral, mais au sens, c'est même plus des désincarnés, là. C'est des vieilles mémoires qui sont utilisées. Mhm. Donc, ça devient réellement, c'est là qu'on peut dire, là, c'est vraiment la mort. Mais il reste que c'est juste C'est pour ça que, mettons quelqu'un qui se pense qu'il est en contact avec, je sais pas, moi, Albert Legrand. Tu sais, des personnages qui ont vécu il y a des siècles et des siècles, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que le séjour des morts, Mhm. si on le prend comme ça a tout le temps été décrit, puis après on regarde au niveau de l'expérimentation, les gens qui jouent avec ça, ben, ça ressemble plus à de la possession là, qu'à du contact. Dans le sens que, prends le Britannique là, Matthew Manning, qui était harcelé par un vieux prêtre orthodoxe, ou je sais plus trop, qui datait des siècles avant lui, là, il y a un problème. Ça, c'est pas normal. Fait que ça voudrait dire que on a affaire avec ce qu'on appelait anciennement, là, c'est vraiment, dans le fond, du bas astral, parce que c'est un peu comme être condamné à l'enfer, rester bourru, puis dans la même personnalité pendant des siècles, même si il reste que, nous, on va dire, ah, ben, le monde de la mort, c'est intemporel, mais c'est pas vrai. Le monde de la mort a une temporalité parce que c'est une émanation de la mémoire expérimentale de la planète. Mhm. C'est pour ça que ça imite l'espace, d'ailleurs, matériel. Il y a un haut, il y a un bas, il y a un est, un ouest. C'est un espace, mais c'est un espace topologique pour l'information, pour la mémoire. C'est pas un espace topologique au sens matériel, en 3 dimensions. C'est une mémoire de la tridimensionnalité du monde matériel. Donc, c'est très inquiétant, par exemple, les médiums qui se disent en contact avec des civilisations très anciennes. En fait, c'est pas avec les âmes, c'est avec la mémoire. Mhm. Puis la mémoire, ben, est utilisée par d'autres forces, possiblement, pour influencer ce qu'on pourrait appeler l'expérimental sur Terre. Donc, c'est pour ça que toutes ces choses-là, moi, je regarde ça avec un gros grain de sel. Dans le sens que si on se met à prendre tout au sérieux, les expériences, ce qu'on pourrait appeler même spiritoïdes, parce que là, c'est pas loin du spiritisme, Mhm. ça devient délicat. C'est pour ça que j'ai jamais encouragé à avoir de la fascination pour ces aspects-là. Plus d'être dans le concret, la vie de tous les jours, puis parce que, par exemple, admettons que ton enfant, ce qui est vraiment important, c'est la forme, c'est l'expérimental qu'il vit maintenant de son vivant. Ce qui était en tant qu'homme avant, ça devrait pas être important. C'est, c'est la mémoire qui s'enregistre maintenant qui est importante. C'est là qu'il peut y avoir une évolution, une intégration. Mais ce que l'homme a été avant, Mhm. ou était en résonance avec quoi cette énergie-là avant de venir servir d'intermédiaire pour animer un corps, c'est pas important. Ben, c'est parce que ça dépend. C'est parce qu'il y a des gens qui vont faire de la thérapie là, par rapport à des enfants qui seraient en contact avec des souvenirs traumatiques de vie antérieure. Donc, si un enfant dit qu'il souffre en lien comme le jeune enfant, là, où, j'essaierai de retracer la vidéo puis de la mettre en bas là, de l'enregistrement d'aujourd'hui d'un traumatisme par rapport au fait qui a été témoin là, de la guerre là, entre les États-Unis et le Japon, puis il a été abattu en plein vol. Si l'enfant il fait des cauchemars à répétition par rapport à ça, il faut qu'il y ait une forme de nettoyage par rapport à ce mémorial-là. Ben, c'est ça. Bon. C'est pour ça qu'il faut que le parent lui-même n'ait pas de fascination pour ces phénomènes-là. Ça va être beaucoup plus facile de le couper de ces choses-là. Pas de le faire comme si ça n'existait Ben pas. c'est ça, je veux dire. Il ne faut pas que le parent Non, nie, non. à mon avis, Ben non. l'expérience vécue par l'enfant sans pour autant être fasciné par elle, puis l'alimenter, puis C'est ça. sous-questionner à outrance. Là. Ben oui, parce que l'enfant, il y a ce qu'on pourrait appeler chez lui dans des vieilles forces qui sont un peu animales liées. L'enfant, pour être en sécurité, il faut qu'il ait l'attention de ses parents.
Mais ça, c'est des phénomènes qui se sont accumulés au cours de l'expérimental qui s'est accumulé. Puis ça fait que l'enfant, inconsciemment, il peut, pour avoir de l'attention, amplifier des phénomènes qui lui nuisent. Mhm. Donc, de faire attention, si le parent il est trop fasciné, puis qu'il demande des détails, puis qui fait que l'enfant, même si ça le fait souffrir, il peut finalement faire encore plus de rêves liés à ça. C'est un peu comme la phase du non. Il y en a qui parlent la phase du non. Moi, à mes yeux, j'ai remarqué que la phase du non n'est pas présente chez tous les enfants, puis que c'était lié au comportement du parent. Parce qu'un enfant, par exemple, que le parent il est plus ou moins attentif, puis à un moment donné, l'enfant il dit non, là, le parent s'il est bien gros psychologique, puis qu'il donne un sens à ça, là, tout d'un coup, il se met en colère, puis quoi, tu me dis non? Puis là, tout d'un coup, il y a toute l'attention du parent. Mais plus tard, quand que l'enfant il a besoin d'attention, qu'est-ce qu'il fait avec un parent comme ça? Ben, il dit non. Mais c'est Exactement. la même chose Ouais, pour d'autres il phénomènes reproduit la même inconscients. stratégie qui lui donne les bénéfices escomptés, dans ce cas-ci, l'attention. Donc, c'est sûr que si Ouais. l'enfant naît avec des parents fascinés par la réincarnation, ben, l'enfant va pouvoir manipuler les parents en leur disant des beaux discours là, sur des vies antérieures, puis peut-être à la limite C'est ça. psychiquement être plus disponible à recevoir le mémoriel dans la matrice, se rapportant à la Ben matrice oui, planétaire par rapport à parce ça. que l'enfant, lui, il va être vu puis il va être aimé. C'est une question de survie. Mhm. Donc, ça va jouer sur des choses extrêmement anciennes qui sont enregistrées, qui fait que nous avons survécu dans le passé. Que l'enfant, il faut qu'il y ait des parents ou qui l'entourent le temps où lui, il est vulnérable. Mhm. Donc, un enfant qui va être rendu psychologiquement ou émotionnellement vulnérable par des phénomènes comme ça, puis que le parent va donner une attention qui n'est pas ajustée, ça peut amplifier les phénomènes parce que c'est lié entre autres à l'inconscience de l'enfant. L'enfant, comme tout humain, il est un créateur endormi, puis c'est d'une certaine façon, il influence sa propre expérience sans le savoir. Donc, ça peut. C'est pour ça que de ne pas dramatiser ces choses-là, de ne pas leur donner une importance disproportionnée. C'est dangereux. C'est pour ça que, puis là, même le parent, il peut être quelqu'un qui n'est pas fasciné par les phénomènes de réincarnation, mais une fois qu'il se rend compte que ça se manifeste chez son enfant, puis que c'est vérifiable, puis il est très impressionné, là, le parent. Il est Ben fait. oui, ben c'est ça. Là, il va Si, se mettre à être fasciné. ben c'est ça. Ben dans la vidéo, il était question de l'enfant qui avait nommé le nom c'était Yojima au Japon. Là, c'était pas quelque chose de Ah oui. commun. Puis il était capable d'identifier ça clairement. Puis il a jamais parlé de ça à son enfant. Puis à sa connaissance, il a pas vu ça à la TV non plus. Fait que Ouais, ben, ça peut comment être je pourrais dire discutable là. ça? Il peut y avoir des inductions par l'environnement, mais qu'on n'est pas au courant. Parce que c'est sûr que l'île d'Iwo Jima, c'est difficile aux États-Unis de ne pas tomber sur de l'information, là. Je veux Ouais, dire, t'as raison. c'est une des choses qui a beaucoup marqué les Américains. Donc, puis la guerre dans le Pacifique qui était qui a été une grosse charge émotive collective pour les Américains. C'est sûr que, bon, des fois, inconsciemment, on peut enregistrer des choses sans s'en rendre compte. Il y a eu un cas de possession, la dame, elle parlait de l'hébreu. Elle parlait en hébreu, mais elle avait été la femme de ménage d'un rabbin. Hmm. Donc, son inconscient comprenait l'hébreu. Elle ne comprenait pas quand elle était dans des crises qu'on pourrait appeler, on pourrait voir ça comme une forme d'hystérie légère. Tout d'un coup, elle peut se mettre à parler en hébreu. Mais oui, mais son âme, son inconscient connaît l'hébreu. Il est en contact vibratoire avec. Ça veut... Mais l'ego lui va dire c'est pas moi. Puis là, il y a un phénomène contraire de l'identification aux pensées. C'est-à-dire que là, il va avoir la projection comme quoi c'est une entité qui parle hébreu, elle, alors que ça peut être une partie de la personne qui n'est pas intégrée par son ego qui parle hébreu. Tout simplement parce que c'est vibratoire, une langue. Exact. C'est lié à de la mémoire, c'est lié à l'âme. Donc, ça prend pas grand-chose des fois. Il y a des phénomènes psychométriques, c'est-à-dire que le simple contact, ça peut être juste de vivre dans un endroit où il y a eu certaines peuplades avant. Ça crée un contact vibratoire enregistré. Mhm. C'est un peu comme Carl Gustav Jung qui avait des fois... il allait dormir à un endroit où il y avait déjà eu des guerres il y a longtemps.
Puis quand il était dans un état second, entre la veille et le sommeil, il entendait des processions de soldats. Mais ça semble être lié au lieu. C'est pour ça que, au fond, tous ces phénomènes-là, c'est toujours lié à l'âme. Mais l'homme est à la recherche de son âme. Il avait écrit un livre, L'homme à la recherche de son âme. Au fond, c'est parce que l'être humain essaye de comprendre au niveau de son ego psychologiquement les phénomènes de l'âme. Mais c'est pas psychologique, l'âme. Quand c'est pas. C'est un ensemble de phénomènes, c'est très vaste. C'est même pas individuel jusqu'à un certain point. C'est tout ce qui nous lie à d'autres choses. C'est ce qui nous lie d'une certaine façon au niveau de notre vivant. C'est ce qui nous lie à l'expérience passée, mais en même temps, c'est coloré par l'expérience présente. Puis, Ben, ça te- ouais, j'allais dire aussi coloré par les parents. Puis, en fait, le point sur lequel je voulais t'amener, c'est si les parents d'un enfant à naître font un travail de conscientisation et que les parents vivent une transition psychique par rapport à l'intégration de la conscience supramentale, est-ce que ça va favoriser la naissance d'un enfant qui va être plus dans la conscience? Pas nécessairement. Ça peut OK. être même le contraire. Dans le sens que l'enfant, il peut développer des mécanismes de défense pour se protéger. Parce que le supramental particulièrement, c'est quelque chose qui est lié beaucoup à la souffrance expérimentale. Mhm. Donc, ça se peut que l'enfant le sente, ça. Donc, il est possible qu'il est dans un chemin totalement contraire. C'est pour ça, des fois, tu as des fils de policiers, c'est des petits bums, puis ou au contraire, tu vas avoir le fils de quelqu'un qui est tout croche, puis lui, il veut de la discipline à tout prix, à outrance. Puis là, il Ben, fait une ben, carrière militaire mais ou il je peut y sais avoir un pas quoi. phénomène de rébellion aussi, dans le sens que l'enfant se rebelle contre la nature des parents, qui peut être par exemple trop rigide, puis là l'enfant devient un bum ou un artiste ou quelqu'un de Ouais. plus ouvert d'esprit, là. Ben oui, parce que c'est réactif, l'ego. Mais au niveau vibratoire, tu sais, au-delà de la polarisation des personnalités, dans le sens que si les parents vibrent, pulsent à un niveau de conscience qui s'éthérise, est-ce que l'enfant va naître avec une grosse vibration astrale très basse? Ça peut être possible. Ou là, il va y avoir un décalage énergétique trop grand entre les deux, puis ça C'est parce marchera que pas. ça peut être la même vibration qui va se manifester au niveau de l'influence, mais ça va prendre des formes contraires. Dans le sens que tu peux avoir des parents extrêmement psychorigides, ils vont engendrer un artiste, Mhm. mais cet artiste-là, au niveau de ses opinions, par exemple, qui sont contraires à celles de ses parents, il va refléter la même psychorigidité que ses parents, mais dans un registre contraire. Mhm. Fait que c'est là que ça devient... parce que souvent, tu vas avoir l'enfant complètement différent des parents, mais quelque part, il est pas si différent. On voit qu'il tient pas des voisins, dans ce sens-là. C'est pour ça que personnellement, toi, as-tu vu dans le supramental ce qu'on pourrait appeler les pionniers au Québec qui ont eu des enfants qui sont dans le supramental Le problème, maintenant? le problème, c'est non. C'est sûr que j'aurais été curieux de rencontrer Christine, là, la fille de Bernard de Montréal. Parce que Bernard, dans ses enregistrements, avait mentionné qu'il l'avait élevé, de ce que je comprenais, grosso modo, en conscience, puis il l'a éduqué quand il était jeune, puis, tu sais, de tout ce que je voyais dans son propos, moi, j'avais l'impression que, en tout cas, il s'était organisé pour vraiment lui faire goûter une forme d'instruction, là, pour l'amener, là, dans un niveau de conscience élevé, mais en pratique, pour voir qu'est-ce que ça a donné, toute cette instruction-là qui a été exposée, je ne l'ai jamais rencontrée, là. Puis c'est pareil, je connais aucun enfant qui, je sais que Daniel Ménard a un fils, puis il y en a aucun qui est dans ces milieux-là. Puis peut-être qu'ils ont une conscience plus élevée, mais ça sera pas dans ce registre-là. Ça sera pas, ils vont pas aller vers. Mais on peut peut-être pas non plus à communiquer, parce qu'il y a des gens qui vont parler de conscience, puis ils en parlent parce qu'ils ont intégré, mais quelqu'un qui s'est intégré, ce que la personne est parle plus que ce qu'elle dit, donc à ce Ouais. moment-là, Ben, peut-être que c'est pas, c'est ça, tu peux transmettre de la conscience, mais pas nécessairement le mandat, là. Dans le sens,
Si t'as un mandat d'amener de l'instruction, ça veut pas tes enfants, peut-être que leur mandat, c'est de prendre de l'instruction puis de s'arranger avec. Pas de devenir des instructeurs aussi nécessairement. Non, c'est ça, ils n'auront peut-être pas à faire de la diffusion publique, là. Ben, surtout s'ils ont vu que comment le bonhomme il a eu une vie de merde, ça le tente peut-être pas, là. Comment que ça a été, ça a créé de la souffrance autour, expérimentale, justement. Mhm. Parce que quelqu'un comment je pourrais dire ça? Il y en a, ils disaient, les grands personnages, ils ont des grands défauts. Ben, la conscience, c'est tout un défaut au niveau social, au niveau psycho-affectif. Ça peut être un défaut. Parce que quand tu le sais comment que ça marche, l'intégration, ben des fois, même si tu as une certaine empathie, tu vas laisser ton proche se débrouiller avec un problème, par exemple. Tout Mhm. simplement parce que l'esprit va t'expliquer qu'il y a ça à vivre. Mais ça peut être vécu d'une façon souffrante pour l'enfant ou pour le proche. Parce que le proche ne comprendra pas. Il va l'interpréter psychologiquement. Fait que là, ça peut venir dire, ben dans le fond, moi j'ai manqué de la présence puis de l'affection de mon père qui était quelqu'un de bien fret parce qu'il était dans ces affaires-là. Mhm. Tandis que bon, c'est Ça, ça, là. ça peut être différentes interprétations. D'un côté, la personne peut dire je laisse mon enfant vivre ses expériences au lieu de le surprotéger. Puis, dans le fond, de le prendre en charge là, dans un mouvement d'âme, là, tu sais, d'englobement, pour lui dire quoi faire, mon enfant, je te prends par la main, puis je vais te montrer c'est quoi la vie. Ben, tu sais, quelqu'un qui sait que ça marche pas de même, il fera pas ça. Mais ça peut être pas vu par l'enfant, il le verra pas tout de suite. Non, non, mais c'est ça. Ça peut être long avant que. D'après moi, ça finit par être vu, mais souvent le parent il est mort depuis longtemps. C'est parce que c'est quand que l'enfant il atteint lui-même un niveau de maturité, là, il le voit. Mais souvent, je suis sûr qu'il regrette pas de pas être passé par des chemins comme ça. C'est Tu sais, ça, mais tout ça est délicat parce que quelqu'un peut interpréter une absence de surprotection comme étant une forme d'abandon ou même à la limite de négligence parentale. ah oui, puis pourtant, des fois, quand on regarde avec le recul, c'était peut-être ajusté. Mais il reste que, au fond, là, on va avoir les enfants qui vont nous servir à intégrer. Donc, ça peut être rough, là. Je veux dire, comme moi, pour ça, admettons, là, j'aurai un enfant, là. Oui. Je peux aussi bien avoir un enfant qui va finir par devenir totalement le contraire de moi, dans le sens que je vais me faire confronter par mon enfant. Puis, tu sais, surtout, c'est pas drôle de faire reprendre quand en plus c'est vrai. Dans le sens, on va avoir les enfants qu'on mérite un peu, dans le sens de, Non, non, mais si on sort de la polarité positif-négatif, là, ouais. on va avoir des enfants qu'on mérite dans le sens de ce qu'on a intégré dans cette expérience-là. Fait que c'est pour ça, comme je te disais, des fois, là, le fils d'un juge, ça peut être un criminel, mais c'est pas parce que c'est pas une bonne personne. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu peux très bien élever ton enfant, puis pourtant le résultat, ça va être comme si tu l'avais mal élevé. Mais c'est pas lié au fait que tu l'as mal élevé. C'est lié au fait de ce que tu as intégré toi, puis de ce que l'autre a intégré aussi dans sa vie. Tu sais, il y en a. Des enfants sont aimés, puis ils se sentent pas aimés. Pourtant, ils Mhm. sont aimés, mais ils ne sentent pas en dedans d'eux. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Ça peut être subtil parce que la personne, c'est très spirituelle. Elle va vouloir une forme d'amour gluant ou spirituel. Tandis que l'autre qui est très mental, la personne va plus chercher une forme de respect psychique. C'est ça. Des fois, ça suffit pas. Donc, non, c'est un jeu de compensation, on dirait. Mais Il y a à intégrer aussi dans une mauvaise vie. Je veux dire, on est là, on regarde l'expérience sur Terre, puis il y a des affaires qu'on regarde, puis on dit ça n'a pas de bon sens, des vies comme ça. Mais les vies qu'on considère comme, ou les gens qui ont des vies qu'on considère comme, qu'on pourrait juger comme étant pas des bonnes vies, il y a de l'intégration qui se fait pareil. oui, exactement. Il y a des gens qui vont souffrir de chocs de vie, de rejet, etc. Puis ça va les amener à aller chercher plus de densité. Ah, même si la personne, pour elle, pour son individualité, ça y apporte rien.
Tu peux avoir quelqu'un, tu vas dire sa vie, c'est un gâchis total. Puis c'est triste de voir ça, mais en fait, c'est quand ça fait partie quand même d'un processus évolutif. Parce qu'une fois que cette mémoire expérimentale-là est absorbée par on est sur des paliers où on est tous liés, si on peut dire, au niveau de l'âme, mais il va y avoir une intégration pareille. Dans le sens que, sans le savoir, des fois, on se met pas le pied dans un trou parce qu'il y a des gens des générations passées qui se sont mis le pied dedans. Ça sert pareil. Oui, exactement. Il y a comme une forme de sagesse plus au niveau collectif qui peut s'intégrer à partir des erreurs ou des faux pas qui ont été faits dans le passé à un certain niveau. Mais je voulais revenir sur le concept que l'enfant vient à quelque part pour ajuster l'ego des parents. Mais en même temps, ça peut être l'inverse aussi, là, dans le sens que le parent peut ajuster l'ego de l'enfant à naître. Ça va dans les Oui. deux sens, là. Ben oui, c'est évident. Ça va dans tous les sens en même temps. Fait Mais que, quand on parle d'ajustement d'ego, tu sais, si on le regarde au niveau de l'intégration de la conscience supramentale, ben on va dire que c'est pour rehausser le niveau, pour que la personne devienne plus consciente, plus créative, plus évoluée. Mais tout ça, quand on la regarde à partir de notre ego, ça peut être sujet à réflexion, parce que quelqu'un peut dire que d'amener l'enfant à être très encadré, ça va être bon, au contraire de le laisser aller, ça va être bon, tu sais. ouais, c'est le juste milieu qui est bon. Mais des fois, il faut tomber dans un extrême ou l'autre pour le voir après. Comme tu avais un docteur, là, je pense que t'as un pédopsychiatre, le docteur Spock, ou un pédopsychologue, lui, il disait de laisser quasiment les enfants totalement à eux-mêmes. Et toute sa carrière, il a dit ça. Puis rendu vers la fin de sa vie, il se voyait le résultat. Il a dit Mhm. non, non, finalement, j'avais tort. Mais surprotéger un enfant, ça va être aussi pas plus ajusté. C'est tout le temps le juste milieu. Mais des fois, faut l'avoir vécu, le négatif pour pas le. Dans le sens que, regarde des immigrants, par exemple, qu'ils vont vivre en haut d'un commerce pour payer des études à leurs enfants. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de gens nés ici qui vont agir comme ça. Ça prend quelqu'un qui a vécu la misère ailleurs. Non, c'est ça, les gens n'ont pas tendance à se sacrifier autant que ça. Ils vont chercher plus le confort et la qualité de vie. Ben, tu sais, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment ou pas, au-delà des frontières de l'ego, il n'y a plus de notion d'individualité comme on le connaît. Pourquoi des grands-parents sont heureux de savoir qu'ils vont avoir des petits-enfants, puis tout, inconsciemment, quelque part, c'est parce que c'est ça, survivre à la mort. Dans le sens que ils vont avoir transmis leur gène. Mais là, c'est vu comme. Ça sera pas vu comme ça. Ils vont être juste contents parce que c'est un joyeux événement, puis là, on l'interprète de notre point de vue humain. Mais quelque part, c'est une façon de survivre à la mort, de se reproduire. C'est ça, ça fait partie du mouvement de la vie. Oui, au niveau biologique, mais au niveau plus de la conscience, ça peut être... J'en reviens au même. C'est pour ça que je te dis, en dehors de l'ego, c'est pas l'individualité, c'est pas aussi. Ouais, c'est pas aussi clair ou défini on pourrait le vouloir, là, je comprends. Ben, dans certaines peuplades primitives, les gens vont voir les enfants comme les extensions d'eux-mêmes. Mhm. Chez certains peuples, le père va parler de son fils comme lui-même, comme si c'est une partie de lui. Mais c'est souvent des animistes, donc au niveau des mécaniques de l'âme, sont plus réceptifs là, à ces aspects-là. Mais c'est surtout dans des cultures plus sophistiquées que là, il va y avoir une totale individuation qui va se construire par la rébellion contre le parent. Mhm. Parce que là, c'est pas les mêmes mécaniques. Mais il reste que c'est des lois d'infinité. C'est-à-dire que t'en as un qui vient au monde, puis lui, ça finit, c'est un percepteur d'impôts. Mais pour qu'il y ait de l'infinité, puis de l'expérience qui s'applique, puis qu'il y ait de l'expansion, ben, il va faire un enfant, puis ça va être un vendeur de drogue. T'sais, mais il reste que d'une certaine façon, là, il va être en conflit avec son enfant. Mhm. Mais en dehors de la psychologie de l'ego,
Il y a plus, les frontières entre les individus sont pas mal plus floues, là. Mais la fonction, justement, qu'il y a un conflit avec des polarités inverses, est-ce que c'est pour amener la personne à sortir d'une structure psychologique, d'un cadre de référence pour être plus fluide ou flexible? Ben, ça sert à l'intégration, c'est sûr. Dans le sens que c'est pour engendrer de l'expérimental, mais je parle nouveau. Fait que oui, je veux dire, ça va servir pareil. Tu peux devenir plus rigide au lieu de plus flexible. Ça va être de l'expérimental nouveau pareil. Si tu regardes ça en dehors du psychologique, tu te rends compte que finalement, on va catégoriser beaucoup. Mhm. Alors que l'expérimental, les lois de l'expérimental, ça, c'est pas psychologique tant que ça. Dans le sens que ces forces-là qui veulent engendrer de l'expérience, ils s'en foutent qu'elle soit bonne ou mauvaise en autant qu'il y a du nouveau, en autant qu'il y a un élargissement du champ de vécu. Donc, c'est spécial ça de dire ça, que de l'intelligence peut décider, c'est intelligent qu'il y ait du monde qui tombe dans la drogue et qui s'en sortent pas. Mais à ce niveau-là, c'est parce que c'est pas pour l'évolution de leur ego à eux en tant qu'individualité, c'est pour l'évolution du collectif à long terme. Mais c'est Mais à ce tellement en moment-là, on dehors des parle-tu notions, d'intelligence au niveau astral, au niveau éthérique? d'une certaine façon, l'astral travaille pour qui? Oui, c'est sûr, ça travaille au niveau du plan éthérique, là, mais c'est comme des sous-traitants. Mais Ouais, mais il reste que, tu sais, il reste que ça sert pareil, dans le sens que l'intelligence va se servir de tout mhm. le temps. Mais c'est pas de l'intelligence au sens où on l'entend. C'est de l'intelligence au sens que il faut que l'information elle s'enregistre. Mais tu sais, je veux dire, c'est des mouvements de dynamisme. C'est un peu comme des lois naturelles, dans le sens que nous autres, on humanise ces phénomènes-là. Mhm. On les interprète, on anthropomorphise les mouvements de tout ça, puis on regarde ça de notre point de vue. Mais ça n'a pas le choix d'être limité. Mais au fond, là, c'est un peu comme si on dirait, finalement, c'est quoi la justice? Ben, la justice, c'est une notion qui existe juste à notre niveau. Je veux dire, c'est un peu comme la justice, elle n'existe pas dans la nature. Elle existe juste dans le psychologique de l'être humain. C'est pareil, là. Mhm. On anthropomorphise des phénomènes qui sont pas humains. On humanise au niveau de notre psychologie. Mais il reste que, dans le fond, là, c'est comme on va dire, ah, la vie est injuste. Bien évidemment qu'elle est injuste parce que la justice, c'est psychologique. Non, non, mais je comprends que c'est un concept relatif, la justice appréhendée par l'être humain, C'est mais, pareil pour tout le reste, c'est pareil mais pour il y a toutes quand nos même notions. une hiérarchie vibratoire, dans le Mhm. sens qu'au niveau de la conscience supramentale, ils vont avoir un comportement qui est porteur d'un comme la musique, une vibration va être plus élevée, tel type de musique, admettons de la musique classique, c'est plus doux, c'est plus aigu, la musique heavy metal avec la grosse bass, mais là c'est plus Ouais, bas. tu trouves pas que le classique, ça peut être aussi violent? Ben, c'est sûr, ça dépend c'est quoi, là. Ouais. C'est Moi, je ça trouve que... ça pire encore. OK. Ben oui, je dirais, il y a certaines affaires de Beethoven ou de Dvorak où c'est violent, là. Au niveau émotionnel, c'est encore pire pour faire vibrer l'arbre. Oui, c'est sûr, ma comparaison est discutable, mais disons au niveau de la sonorité d'un instrument, si on prend par exemple le son d'une harpe, c'est beaucoup plus délicat qu'une grosse bass là, en termes de cordes Ouais. qui est pincée, là, dans ce Mais sens-là. si tu prends une octa contrebasse, c'est pire qu'une basse, là. Ça Oui, fait vibrer le bâtiment. Tu oui, sais, t'as le sens de la comme, répartie. Mais oui, t'as ben, raison, c'est c'est... une question de perspective. pour moi, je suis rendu à un point où tout type de musique, peu importe le registre, si ça vibre bas, ça vibre bas. Dans le sens que, je sais pas, moi, prends les tunes de jazz là, de Billie Holiday, là, elle était toute maganée, puis c'est tout le temps des affaires tristes. C'est aussi pire que c'est aussi pire que bien d'autres affaires, là. Dans le sens que, tu
certains, c'est pas, on est porté à catégoriser, puis à mettre, tel type de musique, c'est au-dessus d'un autre. Mhm. Mais au fond, c'est les jeux de l'arme, dans le sens que, puis après, par notre psychologique, on essaye de hiérarchiser ça. Mais s'il y a un bas puis un haut, c'est pas au sens où on l'a compris spirituellement pendant toute l'histoire de l'humanité, c'est dans le sens, est-ce que ça vibre pas à la même fréquence? Mais dans le sens que il reste que tu peux avoir les deux dans tout. Oui, puis par rapport à l'âme, parce que l'âme, elle a une fréquence vibratoire. Donc l'âme, quand qu'elle naît, on peut voir, il y a différents types de bébés là, qui semblent, en tout cas, être animés d'âmes différentes, là, dans le sens qu'il y en a qui vont plus pleurer, il y en a qui sont plus souriants. Tu sais, il y a différentes palettes, là, puis on voit certaines, des fois, potentialités là, en émergence chez un enfant. Mais derrière ça, si on le prend au niveau tiens, de l'esprit, parce qu'il y a cet aspect-là aussi que je voulais aborder avec toi, c'est l'interférence de l'esprit par rapport à la naissance. Par rapport au plan supramental, si un enfant a vive ou non la fusion, là, est-ce que de ta perspective, l'enfant va être déjà, ben, comme le disait entre autres Bernard de Montréal, là, programmé à la naissance, là? Il semblerait que oui, parce que ça devient difficile de répondre à ça, parce que j'ai pas de certitude. J'en ai, j'en ai vraiment pas, là. Dans le sens que, à chaque fois que je vais avoir une certitude, je me la fais défaire. Mhm. Donc, j'ai fini par voir ça comme, j'essaie de toute façon, au niveau de notre vécu, en tant qu'ego incarné, puis ces choses-là on devrait pas y donner autant d'importance qu'on en donne, parce que l'incidence est quand même assez minime. Je veux dire, ce qui va faire que, admettons que tu as bien de l'intérêt pour qu'est-ce qui arrive au niveau des programmations, puis avant de la naissance de l'âme, puis au niveau de l'opinion qu'on peut en avoir, ça va avoir quand même un résultat assez minime. Je veux dire, ça change pas grand-chose. Le- C'est, comment je pourrais dire ça? Tu sais, il est arrivé beaucoup de modes par rapport à influencer sa vie par ses pensées, comme ce qu'on pense influencerait ce qui nous arrive. Mhm. Oui, d'un point de vue très très mécanique, mais non d'un point de vue de une certaine pensée magique qui peut juste nous décevoir. C'est comme puis ça va tout le temps nous envoyer ce qu'on s'attend pas. Sinon, il n'y aurait pas de choc. C'est ce qu'on n'a pas envisagé qui arrive puis qui nous fait intégrer. Non, dans le Donc, sens que ça revient au concept que si, admettons, les parents voudraient, avec la pensée positive, visualiser que l'enfant va être une âme évoluée, consciente, etc., ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver, là. ben, c'est parce qu'à mettons qu'on se met à étudier beaucoup ces choses-là, puis là, à essayer d'intégrer puis de comprendre les lois de la programmation au niveau du vécu que va avoir un enfant, en tant que parent, ça va pas nécessairement changer rien. Parce que l'enfant, lui, il est déjà une individualité en germe, puis il a son vécu à lui. Les parents c'est surtout en tant que contexte expérimental qu'il y a quelque chose. Mais ce que les parents vivent au niveau de leur psychisme, c'est déjà plus loin, là. C'est déjà plus séparé de ce que vit l'enfant. L'enfant lui-même, déjà, en étant incarné, il est dans la subjectivité de l'interprétation de sa perception. Déjà là, il est coupé jusqu'à un certain point de ses parents au niveau psychique. D'où justement les insécurités, des choses comme ça. Des fois, c'est mieux comme ça parce que les parents aussi ont des insécurités, puis ils vont en transmettre psychologiquement de toute façon. Mhm. Mais au fond, là, l'enfant, il est déjà un individu. Donc, c'est très, très... euh, c'est plus par rapport à des choses moins subtiles, au fond, qui vont avoir une incidence. Comme par exemple. Ben, par exemple, la façon que le parent parle à son enfant dans le sens, ce qu'il pense au niveau du psychisme, que le parent est intégré ou pas, ça ne changera pas autant que des choses simples de la vie. Je veux dire, comme l'agissement, l'exemple, la façon de répondre à son enfant. Tu sais, je veux dire, quelqu'un là qui aurait, par exemple, là, mettons, là,
des gens qui auraient beaucoup étudié le phénomène des réincarnations dans l'hindouisme, puis des choses comme ça veut pas dire que selon les lois du karma, ils vont avoir un enfant plus élevé spirituellement. Est-ce que ça va avoir une influence tant que ça? Hmm. Dans le sens, ils vont y transmettre ces idées-là. Mais même là, il va peut-être les rejeter parce que ça fait partie justement de son individuation. Fait que je pense pas que ça a une incidence tant que ça. Regarde tu regardes le père de Saint François d'Assise, complètement différent. Mais c'est quoi Son fils, c'est quoi qui était son père? oh, je me rappelle plus, mais c'était un notable. OK. C'était quelqu'un qui avait des fonctions publiques, C'est qui ça, était mais très social, c'était beaucoup la fonction sociale, des choses comme ça. Fait que justement, il y a eu un fils qui était totalement le contraire. Que les, Tu sais, quand t'es beaucoup dans le côté social des formes, mhm. ça se peut que tu vas avoir un enfant, il va être totalement le contraire. Que lui, ça y fait rien, les honneurs, puis l'apparat. Mais est-ce Ouais, que c'est l'autre extrême, tu sais, c'est ça. Ben, tu... des fois, ça peut être une forme d'équilibre, dans le sens C'est que, tu ça. sais, c'est parce que je pense à une personne est très introvertie, hyper introvertie, puis sa mère est hyper extrovertie. Fait que les deux, il y a une complémentarité là, qui existe. Bon, ben, c'est souvent comme ça. Dans le sens que, déjà là, on se pourrait appeler ça, plus c'est dépareillé, mieux c'est assorti. Tant qu'il n'y a pas de la confrontation entre ces complémentarités-là. Mais Oui, mais si les gens ont appelé avec le temps à connaître une universalisation de la conscience en lien avec la fusion, donc normalement les gens doivent être capables d'aller au-delà des personnalités psychologiques, que ce soit introverti, extroverti, pour trouver un point d'entente en lien avec une capacité à pulser à la même vibration. ouais, ben là, on a créé des formes pour décrire certains phénomènes. Mhm. Puis là, quelque part, on est en train de se prendre au jeu, là. Dans le sens, bon, il faut que la conscience s'universalise sur Terre pour que les gens vivent la fusion. C'est vrai au niveau individuel, ça peut l'être, mais au niveau collectif, c'est complètement autre chose. Dans le sens que la spiritualité des parents va pas avoir une aussi grande incidence sur l'enfant que les aspects techniques, concrets de la vie. C'est ça qui a une réelle incidence. Si tu te sens pas vu puis pas aimé par ton parent, qu'il y ait une autre spiritualité ou pas, ou qu'il ait intégré beaucoup ou pas, ça change rien. Non, non, je comprends. C'est le même principe que si l'enfant se fait pas changer adéquatement la couche ou s'il n'est pas touché ou pris dans les bras par les parents, c'est sûr qu'il va se sentir négligé. Là. Ben oui, il va carrément, tu sais, il va pas l'intellectualiser, genre intérieurement, je me sens négligé, il va juste être pas bien. C'est ça qui va avoir une incidence. Mhm. Parce que il y en a combien regarde, si tu regardes ce qu'on pourrait appeler des maîtres, là, des grands maîtres de ci pis de ça, souvent ils vont avoir un enfant qui est mal élevé. Souvent l'enfant va être complètement les, les fils de hauts personnages, souvent, ben heureusement que les parents sont influents parce qu'il faut qu'ils sortent de la merde. Mhm. Donc, c'est le genre de choses, c'est une question d'équilibre, puis on donne beaucoup de valeur à des choses qui sont pas, comment je pourrais dire ça, il y a des affaires qu'on peut en parler, c'est intéressant, mais au niveau pratique, ça n'a pas autant de valeur qu'on en donne. Non, je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est sûr qu'il y a eu des concepts, entre autres, à la mode dans les dernières années, dans le nouvel âge, là, par rapport aux enfants indigo, les enfants de cristal, puis tous ces concepts-là. Mais finalement, ça porte pas grand-chose de concret. Là. Ben non. Tu sais, dans le fond, là, c'est un peu comme tu vas avoir les gens qui sont dans qui sont dans des sciences humaines, comme par exemple la psychoéducation, ces choses-là. Ils vont donner des étiquettes en catégorisant des enfants au niveau d'une analyse comportementale. Mais t'as la même chose chez les gens qui sont dans des courants plus alternatifs. Puis Mhm. au fond, ça n'a pas rapport, là, dans le sens, c'est pas mieux. Moi, je considère que c'est pas mieux.
Si la personne a dit, ben, mon enfant, je le discipline moins parce que c'est un indigo, puis il a une grande sensibilité, fait que faut que je sois, je mets plus de laisser aller, puis ça peut aboutir à un enfant qui va être mal élevé au fond. Ben, ça peut être C'est un enfant dangereux. qui est état, qui devient éventuellement un état limite, c'est-à-dire que dans le fond, c'est un enfant qui n'a pas vraiment de limite, puis il va avoir de Ben l'impulsivité, non, puis il va s'auto-mutiler à l'âge adulte parce qu'il n'aura pas le ben, surmoi assez développé pour faire face à des pulsions. exactement. C'est-à-dire que si ton enfant, tu veux pas y faire vivre de frustration, jamais, tu vas faire quelqu'un de totalement intolérant à toute frustration. Ça fait du monde horrible. C'est dangereux. Il faut qu'il y ait un apprentissage à la frustration, c'est-à-dire de temps en temps, il faut dire non. Quelqu'un qui dit tout le temps oui à son enfant, c'est aussi pire que quelqu'un qui dit tout le temps non. Mais Exactement, là, parce qu'il n'y a pas de balises qui sont claires, il n'y a pas d'encadrement, donc il n'y a ben, pas de structure par rapport à quelle se référer. fait que là, si on se met à embarquer là-dedans des notions de spirituelles, genre, pour son karma de sa vie d'après, ou ben, anciennement, il a vécu telle affaire à telle époque, puis là, tu te mets à actualiser dans le présent des choses comme ça, c'est dangereux, dans le sens que si tu te mets à traiter ton enfant comme un petit roi parce qu'il y a des souvenirs d'avoir été, je le sais pas, moi, un roi dans le passé, il y a de quoi qui marche pas, là. Hmm. C'est, c'est extrêmement, en tout cas, Non, moi, non, je mais trouve ça c'est, dangereux. ouais, c'est ça, exact. Ça peut être extrêmement dangereux parce que ça va amener la personne à se perdre dans du mémoriel par rapport au passé, au lieu de l'amener à développer une intelligence créative par rapport à là, ici, maintenant, là. On devrait aspirer le plus possible à... Si on prend les phénomènes liés à l'esprit et à l'intégration, on pourrait classer ça dans de l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire, son support, son soutien, c'est l'ordinaire. Dans le sens que d'avoir d'offrir aux enfants une vie la plus normale possible. Tu sais, de pas, dans le sens, au moins, tu sais, il faut devoir à une base parfaite. Puis s'il y a un respect vraiment de l'enfant, ce qui est important pour lui, c'est son expérience à lui. Mhm. Fait que pas chercher à... Tu sais, c'est un peu comme un bon tuteur là, qui tient une plante, il aide la plante à grandir, il donne pas une forme forcée. Non, c'est ça, il ne cherchera pas à la conditionner à outrance, là. C'est ça, Pour, l'apparence, c'est un appui et un soutien, c'est pas supposé être une influence au niveau spirituel. Non, exactement, parce que sans ça, ce qui va arriver, c'est que le parent va imposer des croyances à l'enfant, puis tout un conditionnement qui va le détourner de sa programmation fondamentale. Ouais. Puis que ce soit imposé ou pas imposé, dès qu'il y a une influence subjective qui n'est pas un support et un soutien, même si l'enfant, il se fait pas imposer des croyances, mais il se fait juste influencer puis il adopte des croyances, des fois, c'est pas mieux parce qu'il Hmm. développera pas autant son individualité, son sens critique. C'est correct de donner une base, un milieu. C'est pour ça que un milieu sain, c'est pas un milieu, c'est un milieu qui est nourricier, pas formateur. Parce que quelque chose de bien nourri va s'auto-former par son expérience. Ben, implicitement, ça forme l'enfant sans que ce soit une formation explicite puis moralisatrice, là, naturellement. Là. Ben oui, parce que le programme, il est déjà dans l'enfant. Il n'aura pas le choix de se former. C'est pour ça que je te dis, la plante, elle sait déjà comment pousser, mais elle a besoin de support, puis elle a besoin de soutien. Mais on va pas y expliquer comment pousser. Non, non, mais ça se fait tout C'est seul. C'est comme l'enfant sur c'est le plan ça. biologique. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts conscients pour que les pieds poussent puis les jambes. Là. Ça, C'est c'est... ça. Puis c'est pareil le reste. C'est juste faut que le milieu soit ajusté, c'est tout. Mais tu sais, je veux dire, ça veut pas dire de s'ajuster totalement à l'enfant. Des fois, il faut le réajuster, mais c'est ça, c'est une question de discernement. Ben oui, parce qu'il faut pas que le parent se fasse astraliser par l'enfant, mais il faut pas non plus que le parent astralise l'enfant. Ouais. Parce que, au fond, c'est des processus naturels que par la psychologie, on a perdu un certain contact. Parce que si tu vas
certains pays qui sont les gens sont moins psychologiques, sont un petit peu, puis sont moins intellectuels un peu, ben ils prennent soin de leurs enfants correctement quand même. Je veux dire, il y a quelque chose qui est lié beaucoup à la capacité du parent de voir son enfant, dans le fond. C'est juste, ça demande pas de réflexion, voir quelque chose. T'as pas besoin d'y réfléchir ou d'analyser tout. C'est pour, c'est comme, il y en a une avec qui j'avais travaillé, qui m'avait expliqué, elle était sortie de sa cour avec son auto, puis là, elle Mhm. voyait son fils qui était pas vieux, mais il faisait du bicycle. Puis elle continue son chemin, puis à un moment donné, elle a senti qu'il y avait de quoi qu'il y avait pas, qu'il allait pas, elle revirait de bord, puis son fils, il s'était blessé, là. Mhm. Il était tombé dans une rigole ou je le sais pas trop. Ces choses-là, ça se manifeste quand il y a l'absence de... C'est des choses qui se ressentent, pas des choses qui se pensent. Non, non, ben c'est intuitif, c'est vibratoire, c'est pas C'est réflectif. ça. Ouais. Donc, ça donne rien de... Si on se met, là, c'est comme un parent, là, qui serait bien gros calé dans des... tu sais, peu importe dans quoi, là, que ce soit dans... Ben, disons dans des des... notions occultes, puis là, le parent veut savoir est-ce que l'enfant va faire partie éventuellement de la régence planétaire, puis qu'il va tu faire sais, c'est ça. partie du gouvernement supramental. Tu sais, quelque part, c'est pas ça, là, qui va être sain. Ça donne rien. C'est de la curiosité de l'ego. Ben oui, puis ça engendre des déformations. Il faut pas oublier que on a une identité qui est, tu sais, dans le fond, le parent, il va inconsciemment, il va avoir des aspirations frustrées qu'il va projeter sur son enfant. C'est comme ceux qui veulent faire quand tu vois les parents dans les arénas là, qui se crient par la tête, puis ils pensent tous que leur fils va faire les ligues nationales. Mhm. C'est justement ces parents-là que leur fils les fera pas. Leurs fils les feront pas, les ligues nationales. L'enfant, il en souffre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de pression à la performance sportive. Ouais. Là, dans mon temps, là, c'était incroyable. D'ailleurs, ça a été la raison, entre autres, pour laquelle j'ai arrêté de jouer au hockey. J'avais 7 8 ans, puis les parents criaient comme des fous après les jeunes. Puis des fois, c'était des propos très violents. Là, envoie, tue-les. Tu sais, c'est Ben comme oui. frappe-le. Puis là, on parle de jeunes de 7 8 ans. Là. Tu sais, c'est même pas des adultes dans la vingtaine. Donc, Alors, ils ont même pas le droit de se battre. c'est ça. Mais Je dans, veux- dans notre temps, en théorie, on n'avait pas le droit de se battre. Mais ce que je te dirais, c'est que c'était quand même très agressif. Là, en tout cas, dans les propos. Là, Ben oui, parce que c'est ça, là. C'est les parents, quelque part, d'une certaine façon, il y a des mécaniques évolutives mal intégrées qui sont psychologiques. Le parent, lui, il aspirait, il y avait des rêves qui ont engendré des frustrations, mais c'est des frustrations psychologiques dans le sens que c'est pas réel. Une frustration, c'est supposé être une réponse à un besoin qui n'est pas comblé. C'est quand tu as des besoins qui sont pas comblés, là, tu es frustré. Mais ces frustrations-là sont liées à des choses qui n'étaient pas réelles. Puis mhm. là, c'est comme c'est inconscient, ils vont projeter ça sur les enfants, Oui, puis puis ils leur vont mettre de la vivre par pression. procuration à travers les enfants, dans le sens qu'eux autres n'ont pas été des grands joueurs de hockey. Fait que là, ils rêvent que leurs enfants deviennent des joueurs de hockey. Puis là, s'ils se Ouais. spiritualisent, ils vont vouloir que les enfants deviennent des grands médiums, ou s'ils se mentalisent un peu, ben les enfants fassent partie du gouvernement supramental éventuellement. Puis ça, moi, à mes yeux, tout ça, c'est pas réel. Mhm. Comme par exemple, l'affaire, le gouvernement supramental, la régence planétaire, moi, je crois pas à ça. Ben, je t'ai Ça, à mes jamais yeux, c'est des demandé de affaires. croire, mais je veux dire, il y a Non, quand... non, je veux dire dans le sens que je le sais pas. Tu sais, je peux pas, je peux pas envisager ça comme une réalité. Parce que en ce moment, maintenant, c'est pas réel. Non, Puis non, je le sais pas pour c'est plus sûr que tard. Fait qu'imagine si tu transmets ça à un enfant. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'à cette étape-ci, c'est comme virtuel. Comme plusieurs concepts là, par rapport à l'avenir là, puis la restauration de la Terre éventuellement. Mais en même temps, c'est sûr que moi, je vois ça comme étant inévitable là, pour des raisons de programmation. Là. Inévitable. Je sais pas. C'est parce qu'on déduit. Mhm. On déduit, puis... mais au fond, là,
Moi, ces choses-là, je peux pas y croire parce que je suis un innocent, dans le sens que je suis pas intelligent. Je veux dire, tout ce que j'ai eu dans le supramental, tous les phénomènes que j'ai vécus, ça arrive tout le temps que je me rends compte que c'est tout le temps lié à des affaires comme des illusions, ou bien que telle affaire que je finis par me rendre compte que c'est pas réel. Fait que finalement, avec le temps, on finit qu'on devient, tu sais, chat échaudé, craint l'eau froide. Fait que le fait est que moi, j'ai pas de certitude, je peux pas me permettre d'en avoir. Non, non, ben je comprends. C'est au fil des expériences que les gens, en fait, neutralisent les certitudes ou la réflexion. Fait qu'en Parce réalité, que, peut-être l'approche la plus intelligente par rapport, par exemple, à un enfant à venir, s'il y a des couples qui nous écoutent qui vont avoir des enfants ou quelqu'un dans quelques années, ben c'est peut-être de tout simplement suspendre la réflexion, le jugement, puis pas se poser la ben question si là, l'enfant va être conscient ou pas. Ouais. juste réussir à donner un environnement sain qui va être propice à créer un individu équilibré, c'est déjà un tour de force. Mhm. C'est ça la base. On va pas se mettre à vouloir en faire des Des êtres conscients. régisseurs, Ouais. des régents. Tu sais, je veux dire, c'est comme vouloir mettre la charrue en avant des bœufs. Puis c'est encore les jeux d'espoir, puis de... Parce que c'est des choses auxquelles on donne de l'importance. Alors que finalement, le futur, oui, il est en germe dans le présent. C'est-à-dire que, je veux dire, on va commencer à essayer d'avoir des enfants qui sont bien. Puis après, il arrivera ce qui arrivera. De donner les bases. Oui, oui, exactement. C'est sûr que la priorité, c'est de donner des bases qui sont propices à un développement, comme un milieu de vie adéquat, la nourriture, des parents affectueux. C'est ça. Ça, c'est clair. Le reste, ça nous regarde pas. Tu sais, je veux dire, ton enfant en tant qu'individualité, quand il va être adulte, ça t'appartient pas. Mhm. Fait que, fait que- parce qu'on est beaucoup, on vient de passer des millénaires où on est beaucoup dans la crainte et l'espoir. C'est polarisé comme ça. Puis on est beaucoup dans la projection dans l'avenir. Comme on est beaucoup dans la projection dans le passé. Puis c'est nos craintes puis nos espoirs, là, il y a un jeu subtil. Ça engendre plein de choses. Ça engendre notamment de la subjectivité. Puis ces jeux de projection-là sont dangereux. Parce que là, admettons, là, on se dit, bon, ben, les affaires comme la régence planétaire puis tout ça, il y a quelques années, peut-être, oui, que ça m'intéressait un peu. Mais pour en ce moment, maintenant, j'avoue que je pense plus à ces affaires-là. Parce que je le sais que même l'esprit, c'est de la manipulation. C'est donc le but de l'esprit, ça va être de nous amener quelque part, pas de nous, pas, mais il va s'arranger pour qu'on y aille, de toute façon. Fait que souvent, ce qu'on va recevoir comme information va être lié à ce qu'on a à vivre. Parce qu'on est manipulé, Ouais, même donc un par... peu comme la carotte au bout du bâton qui va nous faire avancer dans une direction. C'est sûr qu'en effet, pour ce qui est du concept de régence planétaire auquel je faisais allusion, comme d'autres concepts de prophétie par rapport aux enfants nouveaux, à la naissance d'enfants indigos, ensuite des maîtres ascensionnés qui se réincarneraient pour hausser le niveau. Donc, il y a différentes croyances. C'est sûr qu'avec le temps, en effet, il faut être capable d'être détaché par rapport à ça parce que ça nourrit de l'espoir et de la subjectivité, puis ça Ça gruge de nous, l'énergie vitale. ben oui, ça nous rend naïfs, parce que ça touche aux émotions. Mm. Tu sais, si t'as le mental, le vital, l'émotionnel, si tu perds du vital, ça va être entre autres par l'émotionnel, souvent. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait d'émotionnel dans le mental. Sinon, tu vas perdre la force vitale. C'est comme une mécanique bien simple, dans le fond. Oui, Tu ouais, puis sais, ça fait vivre des déceptions. En fait, ça me faisait penser parce que récemment, en fait, par rapport à ma famille, dans le fond, la nièce de ma compagne, elle a annoncé un repas de famille en même temps que ma compagne qui était enceinte. Sauf que ce qu'on a su quelques jours plus tard, c'est que oui, elle était enceinte, mais d'un œuf vide.
Donc, il n'y a pas de bébé formé. Puis là, ça a créé beaucoup de déceptions. Puis elle était toute enthousiaste. Ça avait donné des bouteilles de vin avec le mois puis l'année prochaine où ce que l'enfant était supposé de naître. Elle était très enthousiaste. Elle dit, nos enfants vont jouer ensemble. C'est donc merveilleux. Ils vont avoir à peu près le même âge en même temps. Puis, tu sais, il y avait comme un mouvement d'âme de rapprochement. Puis là, toute cette nouvelle-là, que finalement l'enfant n'était pas viable, ça crée, c'est ça, de la déception. Ben oui, ça crée un deuil même. Exactement. Tu as les mêmes processus. La mère de mon père, elle s'est jamais sentie proche de son père parce qu'il y avait un enfant, un garçon qui avait eu avant elle qui était mort. Puis lui, il avait gardé les petits souliers. Mhm. Puis le bonhomme, quand il filait pas ou que certains soirs, ben il s'enfermait. C'était quelqu'un qui avait des grandes écuries, il s'enfermait là, puis dans un coin, une place qui avait un bureau, puis il buvait, puis il regardait les petits souliers. Mais pendant ce temps-là, ses enfants qui étaient en vie, ils les voyaient pas. Ouais, c'est sûr que quand on en regarde ça, c'est comme la personne est trop focusée par rapport à un passé, puis elle néglige les êtres qui sont vivants devant elle. Ben, il y a une blessure qui est pas cicatrisée. Le bonhomme ne pouvait pas avancer. Il Ouais, pouvait pas avoir un lien sain avec sa famille parce que ses aspirations déçues le rattrapaient. ouais, Lui, le il voulait deuil était avoir un pas garçon. intégré. OK. Ben oui, lui, il voulait un garçon pour gérer les affaires, là. Finalement, le garçon, il était mort. Mhm. Puis bon. Fait que l'enfant, ceux qui restent, là, faut pas qu'ils soient astralisés par le souvenir de déception d'enfants morts. Dans le sens que c'est comme c'est un peu comme tu sais, il n'y a pas une transmission au sens dynamique du vivant, au sens de la famille comme un dynamisme à ce niveau-là, parce qu'il y a de la mémoire qui alourdit la relation. C'est pour ça que même ça peut être un enfant mort-né, ça peut être une grossesse nerveuse, ça peut être n'importe quoi, ou bien quelqu'un, il reste que jusqu'à un certain point, on est né pas mal par des choses comme ça. Puis c'est ça qui va avoir une influence parce que ma grand-mère, elle en a souffert de ça. Mais Mhm. c'est ça qui a fait d'elle une femme extrêmement dure. En tout cas, je la trouvais rough. Ça a fait quelqu'un de solide. Elle est devenue, c'était quelqu'un qui avait la bosse des affaires pas mal. Mais son père, il se foutait d'elle. Tu sais, il remarquait juste ce qu'elle faisait de pas correct. Puis là, à la fin de sa vie, ben, il a voulu que ce soit elle qui en prenne soin. Puis là, le bonhomme, il était malade pour vrai. À un moment donné, ma grand-mère, elle avait ses enfants à elle. Puis le Mhm. bonhomme, lui, il était super malade à l'étage. Puis il pourrissait quasiment vivant. Là, je sais pas trop ce qu'il y avait, là. Mais tellement que les enfants, ça leur coupait l'appétit en bas. Fait que il va tout le temps, c'est un peu ça le karmique, là, dans le sens que le passé est tout le temps en train de colorer le présent. Puis aussi des aspirations d'un futur qui est pas réel, des frustrations par rapport à des déceptions, Mhm. des espoirs. Puis c'est vraiment tout le temps tout le temps être dans. C'est sûr que c'est difficile. C'est comme la nièce de ta conjointe, ben c'est d'aller tout de suite dans l'enthousiasme, puis ça peut être dangereux. Ben, Tu c'est sais, ça, c'est faudrait parce que au là, moins attendre de. ouais, c'est ça, c'est parce qu'elle elle a vécu de la déception. Puis là, c'est en parallèle par rapport dans ma situation personnelle à nous autres qu'on a annoncé qu'on allait avoir un enfant aussi, là. Ouais, ben le choc, ça va être tout le temps de quoi qu'on s'attend pas. Dans le sens que c'est pas ce qu'on s'attend puis qui est important. C'est pas, c'est pas nos espoirs qui nous forment, c'est nos déceptions. Mhm. Parce que nos espoirs nous forment à travers les déceptions. Je veux dire, les espoirs, c'est fait pour être déçus. Donc, autrement dit, un enfant qui déçoit les parents, ben, ça peut former le parent pour qu'il devienne autre chose que ce qui était avant la naissance des enfants. Ben oui. Puis là, s'il a la capacité, mais de toute façon, ça va être au pire, ça va être l'enfant ça va être formateur pour l'enfant au pire.
Mais c'est normal. Souvent, on va avoir dans ce sens-là, je dis, on a tout le temps les enfants qu'on mérite. Pas dans le sens le mérite comme on l'entend psychologiquement, mais on va avoir les enfants qu'on mérite dans le sens de la mécanique logique karmique du factuel, du réel, de la réalité. C'est sûr que, bon, tu sais, quand t'as un enfant qui est totalement, mais totalement différent de toi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une individualité. Ça veut dire qu'il est dans son expérience, à lui. Mais là, c'est sûr, si ça prend des formes extrêmes, ça prend des... c'est comme un chef d'orchestre que le jeune, finalement, lui, ce qui l'intéresse, c'est de la musique extrême, puis des performances de mutilation sur scène, puis des affaires dégueulasses. C'est sûr que le bonhomme, il va en souffrir. Mais d'une certaine façon, ça suit une certaine logique. Le, le jeune, ben, qui est fini, il a vécu sa jeunesse, puis tout, puis il peut aussi bien se ranger, puis c'est des principes d'individuation. C'est lié à la personnalité, puis à la psychologie. Aussi, de la même façon, il peut y avoir une symbiose avec un enfant qui nous ressemble énormément. Mhm. Mais il va y avoir une cassure ailleurs. Un bonhomme qui s'entend trop bien avec son fils, des fois, ça va être avec la mère qui va avoir des conflits. Mhm. Donc, tu sais, on y échappe pas là, à ces mécaniques-là. Puis, le fait de vouloir envisager comment contourner ça, on se crée on se crée des futurs chocs. C'est ce qu'on n'envisage pas qui va arriver souvent. Ou bien il va arriver quelque chose, on le savait, mais on ne voulait pas y croire. Fait que l'important, ça devrait tout le temps de revenir à la base. D'avoir juste un enfant qui va bien et qui est normal, ça devrait être correct. C'est déjà beaucoup. D'essayer de former des gens sains, tu sais, qui Oui, oui, juste... ben surtout avec l'état de la société actuelle, là, si on prend le contexte présent là, par rapport à la guerre en Ukraine, ensuite la crise liée à toute l'inflation qui se déroule, ensuite aussi la crise là, associée là, à l'aspect sanitaire, tout mis ça ensemble, puis les pressions mondialistes, être capable d'être en équilibre, puis être sain dans son mental, c'est un tour de force à mon avis, là. Ben oui, parce que ce qui est en train d'être enlevé aux enfants, c'est pas l'extraordinaire ou le merveilleux. Ce qui est en train d'être enlevé, c'est infiniment plus important. C'est la base. Le fait d'avoir un milieu rassurant, d'avoir une perspective d'avenir, juste une perspective d'avenir. C'est en train de... Là, si le parent, il réfléchit beaucoup ça, l'enfant, il va avoir de l'anxiété, il va avoir... tu sais, ça peut être... Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir un phénomène de contagion émotive, puis surtout l'enfant, quand il est très sensible aux émotions, s'il voit que le parent est tout le temps anxieux par rapport à les bulletins de nouvelles où ce qu'on parle d'augmentation du coût de l'essence, de la nourriture, etc., ben là, lui, l'enfant, ça peut lui induire une forme de peur de l'avenir. Ouais, puis même, ça n'a même pas besoin d'être psychologique ou émotionnel. Juste le fait, au niveau du système nerveux, d'être avec quelqu'un de nerveux, ça se transmet. Mhm. Comme par exemple, quelqu'un d'anxieux, et, l'objet de son anxiété ne sera pas nécessairement conscient. Il n'y a pas besoin de... Comme quelqu'un qui fait une crise d'anxiété, Mhm. il ne sait pas pourquoi, souvent. C'est des crises de panique. Mais souvent, c'est parce que c'est l'élément, l'objet de cette peur-là, il est pas parvenu à la conscience. Fait que là, il va y avoir de l'anxiété. Mais la personne, elle ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, elle a peur, puis elle ne sait pas de quoi, puis les crises d'alarme, puis ça va pas, là. Mais c'est des choses qui se passent dans d'autres structures, au niveau de l'âme, au niveau de, même qu'on pourrait dire, c'est, c'est, imagine à quel point le conflit est profond puis il est grand. Ça peut se transmettre à des enfants.
Si ça parvient même pas à la conscience, si l'objet de celle des craintes parvient même pas à la conscience pour protéger l'ego, ça veut dire que le conflit est extrêmement fort. C'est bien pire qu'une peur avec un objet. Non, exactement, parce que là, à ce moment-là, c'est très refoulé. La personne est très en déni puis en réaction. Puis ça peut être aussi une information qui passe parce que le néocortex fonctionne plus lentement pour l'analyse de l'information que, par exemple, le cerveau limbique ou le cerveau reptilien. Donc, si le cerveau reptilien est activé puis le néocortex n'en prend pas conscience, ben, la personne va être en réaction par rapport à quelque chose qu'elle ne comprend pas intellectuellement. Ah oui, là, ça va générer de la panique Mhm. parce que il y a un trop, il y a un surplus qui peut pas être géré. Donc, la personne panique. C'est normal. Là, ça fait des attaques de panique. Mm. Mais ça, c'est des choses enregistrées dans l'âme, souvent vibratoirement, c'est-à-dire un bébé qui a vécu des choses extrêmement angoissantes. Ça, c'est certain que plus tard, ça peut se manifester comme ça, mais ça n'a pas été enregistré intellectuellement. Mhm. Mais ça revient, c'est enregistré dans l'âme pareil. Donc, il reste que mais même le fait de rendre conscient, c'est les objets de. Si la personne, finalement, tu lui dis, quand tu étais enfant, tu le sais pas parce que ton père est mort quand tu étais petite, mais quand tu étais enfant, ton père, il t'a pris en otage avec ta mère, avec une arme à feu, puis là, ça peut aider la personne à comprendre pourquoi que plus tard, elle a des manifestations de peur Mhm. irrationnelles, c'est-à-dire qu'elle ne sait même pas pourquoi elle a des phases de panique, de peur, d'anxiété. Souvent, ça va être des choses dans l'environnement qui vont avoir été déclencheurs. C'est-à-dire, il va y avoir une petite mise en vibration, puis de cette petite mise en vibration, il y a tout un programme qui se repart, qui se réveille. Mais même une fois qu'on a intégré ces mécaniques-là, ça ne veut pas dire qu'on a le contrôle. Le Non, système nerveux, non, exactement, parce que d'autres situations traumatiques peuvent être déclenchées au sein de l'individu. Là. Donc, d'autres traumatismes non intégrés là, peuvent ressurgir à tout moment. ben oui, c'est des mécaniques de l'âme. Puis l'âme, le psychologique, c'est une petite partie. C'est comme la pointe d'un iceberg. Mm. Donc, ça a une incidence. Les gens ne se rendent pas compte à quel point. Donc, souvent, on va dire devant des enfants des choses en se disant, c'est des enfants, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de comprendre, c'est vibratoire. Le système nerveux va avoir pareil des chocs, puis il va enregistrer pareil. Donc, il faut toujours faire attention. Non, exactement. Ben, c'est comme l'enfant qui est témoin d'une chicane entre les deux membres de la famille qui se crée après. Puis, des fois, on va voir l'enfant qui va se mettre à pleurer en réaction. Ben oui, ce qui est tout à fait normal. L'enfant, il est pas bien, c'est sûr, il est dans des vibrations. Dissonante. Ben, puis l'enfant, à la base, il est insécure, c'est sûr, parce qu'il ne peut pas prendre en charge sa propre vie. C'est un enfant. C'est pour ça le milieu sécurisant, c'est pour ça que c'est tellement important. Mm. S'il n'y a pas ça, c'est un peu comme. Il y en a, ils vont dire d'un enfant, oh, c'est de la mauvaise graine. Ils ne regardent pas la mauvaise terre. Oui, Tu sais, exactement. Ben, ça me faisait penser à l'adage par rapport à la santé qui disait le virus ou la bactérie, c'est rien, puis le terrain, c'est tout, là, Béchamp, là. Quelque chose comme ça, là. ben oui, parce que c'est toute une question d'interrelation, d'équilibre. La santé, c'est un état d'harmonie entre des éléments qui peuvent créer de la disharmonie si justement il y a des conflits, si tu mets un stress au niveau d'une structure, ça va avoir des conséquences ailleurs. Mais la santé, ouais, à la place, on a appris à la voir comme c'est un état normal de base, la santé. Tandis que l'harmonie, c'est lié à l'environnement aussi. Mhm. Donc, en plus, l'être humain est multidimensionnel. C'est-à-dire que si on le blesse dans le s'il est blessé dans le psychologique, il peut tomber malade physiquement. De la même façon que quelqu'un qui souffre physiquement peut devenir malade psychologiquement. Exactement, mais pour favoriser la naissance de l'enfant,
Si les deux parents sont sains d'esprit et cherchent à donner un milieu qui est sain, ben, ça risque d'être plus propice à l'épanouissement de l'enfant par la suite, là. Ben oui, si les parents eux-mêmes sont bien, Mhm. c'est communicatif, ça. Si l'enfant, il sent que ses parents sont heureux, il va être heureux. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça, je veux dire. Ça va le rassurer, ça va le... Il pense même, il n'aura pas besoin d'être rassuré, il va être bien. Mhm. Donc, un milieu rassurant, c'est pas parce que tous les enfants sont des êtres apeurés qu'il faut rassurer, mais un milieu rassurant dans le sens qui apporte un confort vibratoire puis psychologique. Bon, ouais, ben, ça revient au concept du milieu sécurisant, qui est propice Ben à oui. tisser des liens d'attachement là, significatifs. Donc, il faut que les parents soient bien. Mhm. Dans le sens, ou bien si les parents sont pas bien, faut au moins qu'ils soient bien avec leur enfant. Faut qu'ils soient à l'aise, puis, tu sais, dès qu'il y a de la tension, dès que... Les enfants sont très, très, très sensibles au vibratoire parce qu'ils sont moins dans le psychologique un peu. Donc, ça a une incidence. Donc, ça va tout le temps être l'observation en temps réel, puis d'être beaucoup à l'écoute de son instinct, puis de ses intuitions, bien plus que d'être calé dans toutes sortes d'affaires sur la Ouais, métempsychose, puis... ouais, les vies antérieures que pourrait avoir vécu l'enfant. Donc, autrement dit, si les parents sont dans la paix de l'esprit, c'est ça. ça va être plus propice à un développement où ce que l'enfant lui-même va être dans la paix de l'esprit que si les parents sont angoissés puis. Ah oui, puis là, pourquoi vouloir faire des enfants des êtres extraordinaires qui vont être des régisseurs planétaires, dans le sens que juste, juste de créer un enfant qui va bien, quand bien même il devient plombier ou qui devient, peu importe, là, si l'enfant, après, il est autonome, Mhm. c'est ça là, qui est important. Le reste, c'est pas nous autres qui mènent ça. Non, exactement. Ben, tantôt, je faisais allusion à ça. C'est sûr que, dans le fond, dans mon cas, je ne veux pas nécessairement avoir un enfant là, qui va faire partie de la régence planétaire. Là. C'est pas de mes affaires. En fait, c'est tout simplement que je disais ça parce que avec l'instruction supramentale qui a été véhiculée, ben, ça amène comme ce type d'idée-là, dans ce Ouais, sens-là. parce qu'on réfléchit, Ouais. on interprète, puis prend le trois quarts des aspects spirituels de l'être humain sont liés à son insécurité existentielle. C'est pour ça on s'est beaucoup blotti dans la connaissance. Tu sais, c'est comme si tu prends par exemple certains courants qui reviennent comme certaines formes de mysticisme ou même de philosophie comme le gnosticisme, qui est d'atteindre la félicité puis le divin par la connaissance. Mhm. Bon, ben là, c'est normal ça que ça ait jamais marché jusqu'à un certain point. C'est quelque chose qui est là pour sécuriser. Parce que l'ego, justement, il pense. Il réfléchit, il pense. Ça y prend une philosophie, ça y prend une spiritualité. Pourquoi? Parce que là où il voit pas, en tant qu'ego, il sait pas qu'il n'y a pas nécessairement à voir. Mhm. C'est parce qu'il donne de l'importance. C'est tout. C'est la seule affaire. Je veux dire, qu'on le veuille ou pas, même les animaux, jusqu'à un certain point, ont une spiritualité, c'est-à-dire qu'ils ont une relation inconsciente à de l'invisible, puis à des forces qui émènent. Mais l'être humain, c'est pas parce qu'il réfléchit puis qu'il intellectualise son animalité qu'il va se rapprocher du divin. Mhm. Mais donc, la connaissance est là pour rassurer puis rendre... C'est confortable, la connaissance. Puis, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que une fois qu'on pense on connaît, puis qu'on se remet confortable là-dedans, essaye d'expliquer ça à quelqu'un que c'est tout du vent dans le fond, puis que c'est tout pour des raisons psychologiques, puis des raisons de compensation que c'est là. Le monde, ils tiennent mordicus aux connaissances. Ben oui, ben ça donne un sens d'identité psychologique, puis à ce moment-là, la personne est piégée là-dedans. Ben oui, puis ça donne un sens Mhm. à la vie, alors que la vie n'a pas de sens.
C'est ça le problème. Il va toujours arriver un moment où la personne va être face à un mur à un moment donné, puis ça tiendra pas. Ces connaissances-là arriveront pas à rassurer parce que c'est bien de valeur, mais la vie a pas de sens. Donc, elle va finir par aller contre ça. Mais en même Dans le temps, la sens, vie a une direction. oui. Ça n'a Donc, pas de sens au sens de la signification psychologique et intellectuelle qu'on peut donner ou construire. La vie, c'est un dynamisme qui est lié à des rapports de force puis à une nature des choses. Fait que la vie, elle va vouloir aller contre ce qui nous rassure puis contre ce qui nous rend confortable parce que par le passé, au niveau de l'expérimental planétaire, c'est ça qui a fait entre guillemets, l'involution, qui a fait qu'il y a un dynamisme puis que ça engendre de l'expérimental. La personne qui y croit beaucoup, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui serait beaucoup dans certaines spiritualités, puis à un moment donné, il arrive une vraie bad luck, là, un vrai malheur. Il va se sentir abandonné. mhm. Il comprendra pas que c'est là, là, maintenant, je veux dire, ça n'a jamais été aussi présent que quand ça va mal. La réalité derrière les choses, elle se rapproche quand ça va pas bien, quand la personne est... Ben oui, parce que ça la confronte aux limites de ses croyances. Tu sais, ça croyait que le bon Dieu elle était là pour le protéger ou qu'il y avait des guides qui étaient là pour veiller à ses besoins, vaquer à répondre à ses besoins. Ben, ça s'actualise pas, ben on voit les limites de ça. Ben, on a intellectualisé puis philosophé l'invisible. Mhm. Fait que ça a créé l'idée de providence. Ben oui, mais c'est parce que on se rend pas compte que la providence, c'est une... comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui est là pour des fonctions psychologiques. La providence. On va donner un sens aux événements. Je sais pas, tu sais, Juliette Huot dans Jamais 200 toi, elle avait un cancer du cerveau, puis à un moment donné, elle revient chez eux avec son chat. Puis à un moment là, elle avoue qu'ils se sont fait cambrioler dans leur logement en Floride, puis elle Mhm. se rend compte qu'ils ont laissé le crucifix sur le mur. Mhm. Mais c'est un crucifix en or. Mais ils l'ont laissé sur le mur, ils n'ont pas vu que ça avait de la valeur. Puis là, elle dit, ça, là, c'est la providence. C'est pourquoi? C'est parce justement, elle vient de vivre un choc, la personne. Fait qu'elle va donner un sens à l'événement qui la rassure. Puis qui montre que, ben, le bon Dieu l'a pas abandonné, dans le fond. Il fait encore des petits clins d'œil. Mhm. Mais ça, c'est pour des raisons psychologiques. C'est un peu comme l'oiseau qui va se mettre à replacer son nid compulsivement. Parce que là, il a senti des prédateurs autour. Ça veut, tu sais, il va falloir ça crée une charge, une mise en vibration. Fait que là, il faut que cette énergie-là s'écoule quelque part. C'est pour ça qu'il y en a qui vont avoir des crises de larmes. Ça peut pas s'accumuler n'importe comment, il faut que ça s'écoule. Non, non, mais c'est ça, il parle des débordements émotifs pour vider un trop plein, là, C'est ça. suite à un Ben, certain événement, ouais. comme on a, comme on a comme on a des lacunes au niveau de gérer l'énergie expérimentale, on a la providence qui gère une partie à notre place, sauf que c'est une partie qui n'est pas tout à fait réelle. C'est la partie psychologique, dans le sens que c'est vraiment pour des raisons psychologiques. Puis là, le pire, c'est si je me demande, je dis, la providence, c'est-tu réel ou c'est pas réel? Quelque part, en arrière de ces formes-là, naïves, Mhm. ça existe quelque part, la providence. Ben, j'allais dire, c'est un petit peu comme l'effet placebo, dans le sens que quelqu'un qui croit qu'il va guérir, puis juste cette croyance-là, ben, ça peut induire ou participer à une forme de guérison. Ben, il va tout avoir un jeu de support par une forme, pour l'énergie. L'être humain, même une fois adulte, il veut encore avoir un père. Il veut encore avoir une mère. Fait qu'il y a Marie, Reine du ciel, puis il y a Dieu le Père. Hmm. Ça veut pas dire que c'est de la merde, là. C'est dans le sens que à ceux à qui ça sert, ça sert. Dans le sens que si tu leur enlèves ça, là, ils vont s'effondrer. Mais là, surtout si la personne a eu des parents absents, fait qu'en ayant des substituts
au niveau anthropomorphique à travers des formes de divinité ou ça peut servir une forme de compensation. Ben oui, c'est pour ça que moi, j'ai jamais été. C'est sûr, il y a des affaires là-dedans qui me mettent en colère, mais je peux pas me mettre en colère contre le monde. Mhm. Je veux dire, les gens, je suis pas pour me mettre en colère contre eux. Ça n'aurait pas de sens. Je vais être en colère contre ce qui se cache en arrière de pourquoi c'est comme ça. Jamais contre les gens. C'est comme. C'est lourd, une individualité. Dans le sens que la responsabilité, d'avoir la responsabilité de sa vie, c'était peurant, ça. Mm. C'est très inquiétant. Fait que là, il y a la providence, il y a ci, il y a ça. Souvent, il va y avoir une promesse de félicité. Comme dans le paradis, c'est Dieu qui gère tout, puis t'as plus rien à faire, puis t'as plus à t'en faire pour rien. Ou bien, tu vas te fondre dans le nirvana. Mhm. Ou bien, le pléroma. Tu sais, dans le sens que l'être humain, la charge expérimentale, c'est un peu comme un stress appliqué à une structure. Donc, il va avoir une espérance de un jour de pouvoir avoir aucun stress puis de s'en remettre complètement. Mais il reste que ça voudrait dire l'annihilation de toute individualité, de toute. Tu sais, est-ce que on s'est incarné, puis on vit tout ça, puis il y a tous les processus de la nature, puis toute la souffrance expérimentale, puis tout pour que, au bout du compte, on se refonde dans le cosmique d'où on vient? C'est une bonne question à savoir, Ben, est-ce il y a que... que... Ouais. Moi, à mes yeux, quand je regarde ça, je le sais que c'est pas ça, là. C'est pour ça Ben, le nirvana, puis le pléroma, puis le ciel, puis... non, ben c'est ça, parce que sans ça, la personne, c'est comme est fondue dans une espèce d'égrégore collectif, là. Tu sais, une Ben oui, structure énergétique plus grande qu'elle. c'est comme s'il y avait une immaturité de gérer, même l'individualité, c'est lourd. Ça crée une lourdeur. Pas une lourdeur dans le sens que c'est pas bon, fait que ça vient créer une lourdeur, mais une lourdeur dans le sens que c'est extrêmement difficile de gérer ça psychologiquement, c'est quasiment impossible. Hmm. Donc, il va y avoir des activités de compensation qui vont se créer. Mais si toute l'évolution, puis toute la vie, puis tous les cycles de réincarnation, c'est pour se refondre dans le nirvana, d'où l'énergie vient, si on peut dire, à la base, puis ça tourne en rond, ça c'est l'évolution totale. Ça n'aurait pas d'allure. Dans le sens, ça peut avoir de l'allure pour quelqu'un de spiritualisé. Mais à part ça, pourquoi? Parce que la personne, elle a des angoisses, entre autres. Puis, au fond, la vie leur pèse quelque part. Ils voient bien que la vie, c'est de la souffrance, mais oui, mais il y a c'est pour ça qu'il y a de la conscience. Oui, Tu mais sais, qu'est-ce qui aurait de l'allure pour toi? Donc, au lieu que la personne justement soit absorbée par le collectif d'où qu'elle vient, ça serait quoi à la place qui ben, aurait de moi, je l'allure? pense pas à ça. Ben là, ben c'est ça, c'est parce que tu critiques quelque chose, fait que on peut s'attendre à une forme Ben oui, parce que d'alternative. pour moi, je trouve ça inutile d'avoir des concepts comme ça. Fait que j'ai pas d'alternative, j'en ai pas besoin. OK, mais le Parce que concept, par je le exemple. sais que le réel est Oui. en dehors du champ de conscience de mon ego. OK. Donc, c'est pas moi qui va le définir. Au fond, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible, puis dans une observation active de ma propre subjectivité psychologique, puis de la défaire à mesure. Justement, pour pas tomber dans certains pièges inconfortables existentiels que d'autres vivent. Parce que, à force de l'avoir vu, ça. Mais il reste que, moi, à mes yeux, même j'ai fini par le voir que il y a beaucoup au niveau de la part de l'être humain qui vient de son animalité, qui vient en même temps que l'être humain a peur de la mort, dans le fond, il la souhaite, il veut se fondre dans un ciel où c'est plus lui qui mène, puis Dieu gère tout. C'est un peu C'est la paradoxal, mort. mais implicitement, c'est la dissolution de son identité à travers ça, à travers l'union au tout ou l'absorption par plus grand que soi. Mais même vouloir immortaliser son identité psychologique quelque part, c'est spécial, là. Ça, c'est de l'instinct de préservation animal qui est projeté à des paliers plus hauts. Donc, derrière le désir qui peut apparaître comme étant, entre guillemets, noble, la personne qui se conscientise, qui dit « Ah, ben, je vais fusionner avec l'esprit pour devenir immortel »,
Mais derrière ça, il peut y avoir tout simplement de l'instinct de préservation. Ouais, ben là, c'est parce que l'esprit est déjà immortel. C'est sûr, si tu fusionnes avec. Mais la partie que tu veux immortaliser va. Et puis pareil, là, ça va être dissous. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de retrouver la nature réelle. Nature, dans le fond, c'est un peu, ça fait penser beaucoup à toutes les notions de paradis perdu. Mhm. Pourquoi l'être humain? Tu sais, le mythe de l'Éden. Tu sais, c'est quoi ces affaires-là? C'est quoi fait que le paradis perdu? Mais c'est quoi le paradis au fond? L'être humain ne le sait pas. Tu sais, c'est abstrait, là. C'est ça, mais C'est ça très peut ancien. faire référence à un vécu qui précède l'enfance, c'est-à-dire que lorsque l'enfant est en état de symbiose avec le ventre de la mère et qui était nourri par le cordon ombilical et qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour se nourrir, etc., ben, c'est une forme de paradis à un certain niveau. Oui, mais d'une certaine façon, c'est parce que justement, il y a pas eu d'individuation. L'enfant, à ce niveau-là, c'est un vampire. C'est un petit vampire. Est-ce qu'on veut, c'est ça qu'on souvent comme le paradis. Je veux dire, il est pas, c'est un parasite même qui d'une certaine façon, on pourrait dire, parce que il n'y a pas d'individualité encore. Il y a psychologiquement, là. Mhm. Finalement, c'est au niveau de l'apprentissage par de la souffrance expérimentale qu'il va se créer une individualité. Puis s'il est capable d'intégrer, là, il y a une gestion qui va se transférer. C'est-à-dire, ça sera plus lié au hasard circonstanciel. C'est pas le hasard circonstanciel. Ça va être de plus en plus lui qu'il va falloir. Mais il reste que l'être humain est en conflit tout le temps. À cause de toutes ces notions-là, on est tout le temps en conflit. Puis ça commence même d'une certaine façon dès la naissance. L'enfant, il est en conflit au niveau. Juste venir au monde, ça n'a pas l'air plaisant. Ben, en fait, en prévision de la naissance là, de l'enfant que ma compagne et moi, on va avoir, ben, je me renseigne au niveau de la réalité prénatale. Puis, en tant que tel, lorsque l'enfant sort du ventre de la mère, alors qu'il est habitué d'être nourri par le cordon ombilical, puis là, il faut qu'il fasse un effort pour têter le sein de la mère pour avoir la nourriture et qui est sévré de cette alimentation continue de nourriture 24 heures sur 24. Ce qui peut arriver la deuxième, la troisième nuit, l'enfant peut pleurer puis vivre une forme de souffrance très grande parce que là, il faut qu'il s'habitue, qu'il vive le deuil du cordon ombilical qui l'alimentait pour s'habituer à aller chercher autrement la nourriture. Donc, puis pleurer pour avoir l'attention de la mère qui va lui Ben donner le oui. sein, entre autres. Donc, la transition entre deux états où il faut qu'il fasse de l'effort pour obtenir de la nourriture, ça peut engendrer une forme de souffrance, voire une forme de traumatisme. Oui. Ben, c'est pour ça l'important c'est pour ça que les jeunes parents, il faut qu'ils se lèvent la nuit, qu'ils aillent voir le bébé. Mhm. Il n'y a pas d'autre façon, là. C'est, puis là, après ça, le monde dit, ah, la vie est injuste, la vie est cruelle. Juste le langage qu'on a, mais la vie n'est pas injuste ou cruelle. Ça, c'est nous autres, ça, qui dit ça. Dans le sens qu'on l'interprète comme tel. Mais au fond, la vie, elle peut pas être injuste ou cruelle, elle est pas psychologique. Non, C'est... exactement, mais à ce niveau-là, comme je pense entre autres à Marc de la Salle que j'avais interviewé à plusieurs reprises, il disait la vie c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Puis la marde, c'est le matériau de la créativité. Ben, c'est à partir de la merde qu'on fait le fumier, puis on peut faire dans certains cas là, des très belles plantes. Là. Ouais, ben là, c'est au niveau... mais dans le sens que s'il n'y a pas de souffrance expérimentale, il n'y a pas d'intégration. S'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamisme. Dans le sens que l'être humain, il a en lui ces aspects-là du petit bébé. Mhm. Donc, il faut pas qu'il y ait le choix. Si il y a le choix si là, je n'avais souvent jasé à du monde, puis si, admettons, tout allait bien tout le temps, la conscience les intéresserait plus. Exactement. Bon, parce que
Pourquoi est-ce qu'on cherche à intégrer puis à être plus conscient? C'est parce qu'on veut faire mieux, on veut mieux. Au début, on a la subjectivité de penser qu'on mérite mieux. Après, on tombe dans l'objectivité de voir qu'il faut qu'on fasse mieux. C'est ça, c'est-à-dire l'être humain, il faut devenir créatif. Ça fait partie de l'individualisation, ça fait partie. Puis là, après, il faut qu'il y ait une gestion qui se transfère. On n'est pas pour être mené par des programmes toute notre existence. Le bébé, il pleure pour avoir à manger parce que ça fait pas, c'est enregistré, puis c'est un programme, puis c'est automatique. Mhm. Mais après, si c'est mal intégré, puis tout, il va brailler pour avoir de l'attention. C'est normal aussi. Mhm. Mais là, si c'est rendu à il y a 45 ans, puis il braille pour avoir de l'attention, il y a un problème. Ça veut dire que il y a de quoi qui s'est pas intégré. Ça veut dire qu'il y avait de quoi au niveau du milieu. Souvent. Mais des fois, c'est mystérieux. Tu peux avoir un enfant qui a été élevé dans un milieu parfaitement sain, Mhm. puis par des parents parfaitement sains. Puis pourtant, ça va faire quelqu'un de malsain. Donc, tu ramènes au principe que même les deux parents, les meilleurs attentionnés du monde, qui chercheraient à mettre toutes les conditions propices au développement de l'enfance en place, bien, ça peut donner pareil un enfant qui est malsain, là. Oui. Oui, ça arrive. Ça peut arriver. Exactement. Fait que là, c'est sûr que tu sais, ça crée comme une espèce d'insécurité ou de stress par rapport à quelqu'un qui a, par exemple, des enfants en disant, ben moi, je peux tout faire mon possible, puis me lever la nuit plusieurs fois pour alimenter le bébé, changer les couches, donner de l'affection, faire du pot à pot pour le contact corporel avec l'enfant, le sortir dehors, ainsi de suite. Mais en dépit de tout ça, ça se peut que l'enfant tourne mal puis il se suicide rendu adolescent. Ouais, mais ça donne rien de penser à ça. Non, je le sais. Ça devient intéressant si on n'a pas le choix de le constater parce que ça arrive. Mhm. Ce qui est important, c'est ce qui arrive. C'est jamais ce qui est au niveau de l'hypothétique. Ça, c'est jamais important. Mais Mhm. c'est ce qui arrive pour vrai qui Mhm. va être important. Donc, c'est important de le voir si ça se manifeste puis que ça arrive comme ça. Mais à part de ça, il n'y a pas de raison de l'envisager. Non, parce que sans ça, la personne peut se faire, dans le fond, récupérer dans des jeux de réflexion qui vont être très Ben oui. énergivores pour rien. Parce que même si je dis c'est possible, je le sais que ça arrive, il reste que c'est assez rare. Mm. Si tu regardes certains criminels qui ont vraiment des profils terribles, la plupart, on voit que c'est l'environnement, ça a joué. Mais des criminels qui ont eu un environnement parfait, des crimes, tu sais, des affaires vraiment avec des profils horribles, c'est très rare. Mais ça arrive. Tu sais, je le mentionne parce que ça arrive, c'est possible, ça arrive. Des fois, c'est ça, il y a des aspects mystérieux. Là, on peut parler d'armes. Mais